Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce premier plateau de la première matinale bio. Alors tout au long de cette matinée, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler également de recherche, d'économie, bref de tous les sujets qui vous concernent, qui nous concernent au quotidien, avec un certain nombre d'invités que vous découvrirez tout au long de cette émission. Mais tout de suite, j'accueille Laure Verdeau. Bonjour Laure. Bonjour Philippe. Alors vous êtes la toute nouvelle directrice de l'agence bio. Alors certains de ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous font l'amitié de nous regarder, pourront être un peu surpris parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude des grands-messes, des assises de la bio. Et ce coup-ci, c'est une émission de télévision dans un studio de télévision. Alors donc moyen exceptionnel, situation exceptionnelle. Et oui, et on remercie d'ailleurs les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce côté foisonnant, cette agora qu'on avait les autres années avec les assises. Et donc on teste le format, on est ravis justement de s'adapter pour cette matinale. Alors, je précise, généralement dans les assises, on peut poser toutes les questions qu'on souhaite aux intervenants qui sont sur scène. Ce sera exactement la même chose dans cette émission. Il vous suffira de cliquer sur le petit bouton gris qui est en bas à droite de votre écran et vous pourrez indiquer, donner, réagir, poser des questions et je me ferai votre intermédiaire. Alors, Laure, on va quand même parler un petit peu de votre actualité personnelle puisque vous avez pris les rênes de l'agence bio il y a moins de 15 jours. Lundi dernier. Voilà, donc c'est le grand bain. 2021. Alors, quelles sont vos ambitions pour l'agence bio et pour la bio en France ? Alors, nous, l'agence, vous savez, on est un groupement d'intérêt public qui va avoir 20 ans cette année. Donc, évidemment, l'objectif, ça va être de continuer le travail des équipes et de nos fantastiques prédécesseurs et de l'amplifier. Alors, on va continuer effectivement à être cette instance de dialogue où toutes les acteurs du bio se rencontrent, de la bio se rencontrent. Nous allons continuer, bien sûr, à avoir avec notre équipe d'experts agronomes. Vous savez, à l'agence, on a une équipe qui est dédiée à décortiquer tous les projets bio qui vont se monter en France. Il y en a beaucoup ? Oui, et on espère qu'on va en recevoir beaucoup puisque l'enveloppe du fonds Avenir Bio est passée grâce au plan de relance de 8 à 13 millions d'euros. Et donc, il va falloir miser sur les projets qui vont le plus contribuer à la structuration et à la croissance de la bio en France. Alors, la croissance de la bio, c'est aussi une croissance en termes d'emploi parce qu'on le sait peu, mais c'est un secteur qui recrute énormément. Oui, parce que quand vous produisez en bio, vous avez moins de recours aux des intrants chimiques de synthèse et donc vous avez plus besoin de main-d'œuvre, déjà, d'une part. Et puis, les agriculteurs bio ont tendance à aussi vendre en direct. Donc, ça aussi, c'est de la main-d'œuvre pour vendre. Et donc, d'une manière générale, oui, l'agriculture biologique est plus pourvoyeuse d'emplois. Et plutôt des jeunes, c'est une filière d'avenir pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, ce sont des emplois pérennes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est des emplois qui sont durables. C'est pas forcément des emplois précaires. Donc, oui, ce sont des jeunes. Oui. Alors, Laure, il y a une question que je voulais vous poser parce que je pense que dans cette émission, et nombre de ceux qui nous regardent vont se la poser également, on va parler de la bio et du bio. Alors, c'est quoi la différence ? Moi-même, on va faire un peu de pédagogie. Oui, effectivement. Alors, du coup, nous, à l'agence bio, on parle du bio, effectivement, parce que on parle du marché, des produits, et effectivement, on a tendance à regarder les chiffres du bio. Vous savez, on a un observatoire qui fait les chiffres du bio, mais vous pouvez aussi entendre la bio. Moi-même, ça m'arrive parfois parce que la bio, ça va être, si vous dressez l'oreille, ça sera sans doute un agriculteur, votre interlocuteur, puisque ça concerne plutôt le mode de production agricole. Donc on comprend bien, en fonction de l'interlocuteur, il dira l'un ou l'autre. Une dernière question, pour vous, la bio, le bio, c'est quoi ? C'est un mode de vie ? C'est encore de... C'est le fer de lance de la transition alimentaire. Un des fers de lance. Et alors, je rappelle une chose aussi importante, c'est qu'à l'agence bio, et vous en parliez tout à l'heure, il y a tous les acteurs. Et ce qui est très étonnant quand on pousse la porte pour la première fois de l'agence bio, c'est qu'il y a des gens qui, en dehors de cette agence, ne seraient jamais rencontrés, qui sont de tous les univers. Aussi bien un agriculteur que peut-être un industriel. On recevra tout à l'heure un industriel du secteur du yaourt. Oui, en fait, l'agence bio, c'est justement là où le but, c'est que se rencontrent ceux qui fabriquent la nourriture à partir de matières premières agricoles. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amont et l'aval, des agriculteurs, des transformateurs, des coopératives agricoles qui sont effectivement à la fois sur les deux segments. Donc, le but, c'est un peu comme ces assises qui sont maintenant devenues cette matinale digitale, que ce soit l'agora et que toutes ces familles dialoguent ensemble pour faire en sorte que le boom, l'engouement des consommateurs pour les produits bio profite à l'agriculture française. Et on a vu que ça marchait, on y reviendra tout à l'heure en chiffres. Alors,
Tout au long de cette émission, nous parlerons d'un certain nombre de sujets. Bien évidemment, nous reviendrons sur l'actualité du moment, sur cette crise, d'ailleurs dont on n'est pas encore totalement sorti, hein, la crise du Covid-19. Nous verrons ce que ça a provoqué et aussi les opportunités que ça peut représenter pour l'agriculture bio. Nous recevrons Christian Huyghe, qui est directeur scientifique à l'INRAE. Avec lui, on parlera d'un concept qui là aussi pourrait devenir d'actualité, c'est le concept One Health, santé unique. Et puis nous parlerons transition écologique avec notamment une interview du commissaire européen à l'agriculture. Et à la fin de cette émission, eh bien, ce sera l'heure du grand débrief avec Philippe Henry, le président de l'Agence Bio. Merci Laure, et on se revoit tout au long de cette émission et bien entendu tout au long de votre carrière dans cette belle agence qu'est l'Agence Bio. Et puis entre chaque débat, entre chaque interview, eh bien nous allons faire un détour de France, un détour de la France Bio. Et on va commencer ce voyage dans la France Bio par un petit détour en Occitanie. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. La coopérative est née à l'initiative de cet agriculteur de la culture de l'alfalfa, de la luzerne alimentaire. Ce projet collectif il permet la valorisation de toutes les surfaces agricoles. Il n'y a pas de mauvaise terre. Pour nous, l'agriculture biologique, c'est vivre en adéquation avec la nature et avec notre environnement et retrouver une fierté de nourrir les gens avec des produits sains et de qualité, avec d'un côté des bergers qui font pâturer leurs troupeaux, des éleveurs qui viennent chercher du foin, des céréaliers qui retrouvent un revenu sur leur surface, des viticulteurs qui ont la possibilité d'accéder à des graines pour faire des engrais verts. L'agriculture biologique sur ce territoire, elle amène une dynamique de territoire qui est maintenant visible et qui crée les emplois de demain. C'était de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Alors, l'agriculture bio est-elle plus résistante aux crises? C'est ce que nous allons voir maintenant avec cette première table ronde, ce premier plateau, avec des invités que je vous présente immédiatement. Julien Fausse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint du développement, département développement durable à France Stratégie. France Stratégie, rapidement, c'est quoi? C'est une institution autonome placée auprès donc du Premier ministre en charge des questions de prospective et d'analyse économique. Donc, vous êtes chargé un petit peu d'éclairer le pouvoir pour que celui-ci, après, fixe sa politique, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est une sorte de think tank public. Benjamin Borel, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes co-gérant du réseau Boussole. Alors, expliquez-moi ce que c'est que Boussole. Sol. Oui, c'est la contraction de boulangerie solidaire. En fait, on développe des boulangeries qui produisent du pain bio local solidaire à destination de la restauration collective sous le nom Pain et Partage. Alors, il y a trois axes, hein, si j'ai bien compris, dans votre politique, dans votre credo. C'est faciliter, vous l'avez dit, l'accès au pain bio et à fortiori de qualité, bien évidemment, structurer la filière, et puis là, et ça rejoint ce qu'on disait avec Laure Verdeau à l'instant, créer des emplois. Oui, tout à fait. On produit effectivement du pain bio de qualité artisanale pour la restauration collective. On a un approvisionnement sur tous nos sites en circuit court, donc avec un meunier de proximité et des agriculteurs de proximité. Et le mode de production qu'on a se fait dans le cadre d'une entreprise inclusive, c'est-à-dire qu'on embauche des personnes éloignées de l'emploi, qui ont connu des ruptures dans leur vie personnelle et professionnelle, qui n'ont pas forcément de compétences en boulangerie et qu'on forme dans ces métiers-là pour les réinsérer durablement dans la vie professionnelle. Et on y arrive parce que c'est quand même, s'il y a bien des métiers difficiles, les métiers de la boulangerie sont particulièrement difficiles. On vit décalé par rapport au monde, on vit dans un autre monde. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est une des explications aussi de la problématique de tension dans ces métiers-là. On a effectivement un décalage. Nous, on commence à travailler à 21h sur les espaces de production. Ils terminent et après on termine les tournées de livraison à 10h. Donc il faut qu'on ait différentes équipes qui interviennent sur les différents créneaux de production-livraison. Michel François, bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes agriculteur quelque part entre Nancy et Metz. C'est ça. Il y a toujours de la neige chez vous en ce moment? Oui, mais j'étais pas là quand elle est tombée. Vous n'avez pas pu profiter de la neige, décidément. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut profiter de la neige en ce moment. Alors, vous êtes président de Ferme Bio. C'est quoi Ferme Bio? Ferme Bio, c'est une union commerciale. Alors, c'est un grand mot pour dire simplement que 3 coopératives 100% bio en France
se sont unis pour commercer l'intégralité des céréales produites par leurs adhérents. Combien d'adhérents? Pas tout à fait 1000 à cette heure-ci, mais ça n'arrête pas de monter, puisqu'il y a énormément de conversions en ce moment. Et l'idée de cette union, c'était de s'unir et d'amener un paradigme différent, d'imaginer que c'est pas le marché qui commande, mais qu'on a la possibilité de reprendre le pouvoir sur ce marché et de pouvoir développer des filières équitables. Voilà. Aujourd'hui, votre production, pour avoir un ordre d'idée? Alors une année normale, donc c'est pas cette année, mais on attendait cette année à peu près 100 000 tonnes de céréales dans nos 3 structures, et on est à 75 000 parce que notre maître, au-delà d'autres personnes, c'est la météo, quoi. Et ça, on peut pas faire grand-chose. Et cette année, ça a été particulièrement compliqué? Dans 2 de nos coopératives, ça a été un petit peu compliqué, oui. Oui. Alors, Julien Fausse, on va reparler un petit peu économie et crise sanitaire. J'ai envie de vous demander, est-ce que le Covid-19 a eu un impact sur l'agriculture? Alors oui, il y a eu un impact. On n'a pas encore beaucoup de chiffres et beaucoup de recul pour préciser, quantifier cet impact, mais on voit qu'il y a eu une demande beaucoup plus forte en circuit court, qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont été beaucoup plus sollicités, qu'il y a eu un focus aussi sur la question de la souveraineté alimentaire qui a été très fortement impactée donc par cette crise du Covid. Donc oui, il y a sans doute une demande plus forte en bio, mais pour quantifier précisément l'impact de la crise Covid, il va falloir encore attendre un petit peu pour avoir toutes les données statistiques qui vont bien. Je disais en présentant cette émission que finalement cette crise du Covid pouvait aussi avoir un effet bénéfique, un effet d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu un effet positif, je veux dire un effet d'aubaine, voilà, parce que quelque part le mot bio, ça rassure? Alors globalement, quand on regarde sur le long terme les résultats du bio par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est une étude qu'on a publiée il y a pas très longtemps à France Stratégie, on montre que les performances économiques du bio, la capacité de résilience du bio par rapport à l'agriculture conventionnelle est plus importante. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, la multiplication de production sur une exploitation, le fait qu'il y ait des prix de marché qui soient supérieurs, autant d'éléments donc qui expliquent cette capacité de résilience et de résistance aux aléas, et notamment aux crises économiques. Je le redis un peu tôt pour parler d'effet d'aubaine ou d'incitation au développement du bio. On voit qu'il y a quand même eu pas mal d'agriculteurs ces dernières années qui sont passés du conventionnel au bio, par conviction, aussi parce que ça répond à une demande de plus en plus forte des consommateurs, mais sans doute qu'il y aura, avec la crise du Covid et tout ce que ça a pu impacter sur notre système alimentaire globalement, une tendance à la transition au bio, au passage au bio pour un plus grand nombre d'agriculteurs. Michel, pour ce qui est de la farine, quand même, le blé qui est une de vos principales productions, on se souvient tous du premier confinement et de cette espèce de délire dans les grandes surfaces. Tout le monde achetait un certain type de produit, et notamment de la farine. On a vu des rayons totalement vides. Donc pour vous, ça devait être le bonheur à ce moment-là, non? Je peux vous dire que chez Biocer, donc qui est la coopérative qui est plus basée près de la Normandie, ils ont beaucoup couru et leur capacité d'écrasement de farine n'a pas suffi. Ils ont été obligés de prendre des services de prestation pour arriver à le faire. Oui, il y a vraiment eu un afflux, comme le dit Julien, hein, c'est clair, ça s'est vraiment vu, quoi. Mais sur certains produits, ça a été le cas, et sur d'autres produits, il y a eu défection, et notamment les confinements et l'arrêt des bars et des restaurants ont, par exemple, très fortement impacté l'orge de brasserie. Puisque les gens ont bu moins de bière. Moins de bière, voilà. Voilà, il y a plus ce côté convivial ou beaucoup moins. Et donc voilà, il y a certains secteurs qui ont été positivement affectés et d'autres négativement. Et alors comment on fait quand effectivement les restaurants sont fermés, les bistrots sont fermés et qu'on ne boit plus de bière en France? Oui. Vous faites quoi avec votre orge de brasserie? Eh ben c'est des choses qui coûtent cher, parce que l'orge de brasserie elle n'a pas de capacité à se conserver très bien dans le temps. On doit conserver une bonne germination, et elle se dégrade dans le temps. Donc derrière, on peut pas faire du malt de qualité. Donc en fait, cette orge, elle a été déclassée et elle est partie en alimentation animale, avec les pertes économiques qui vont avec. C'est combien l'ordre des pertes? La différence de tarif entre une orge de brasserie bio et une orge qui va être en alimentation animale, c'est 120 € de différence à la tonne. Voilà. Donc c'est un impact pour Ferme Bio et nos adhérents d'environ 100 000 € au bas mot. Et est-ce que c'est compensé justement par les bonnes performances de la farine?
Là, je vais faire la même réponse que Julien vous a fait. C'est encore Il est trop encore trop tôt. C'est encore trop tôt C'est une pour le réponse de dire. Normand, pas de Lorrain. Mais il y a eu du positif et du négatif probablement. On reste dans un secteur où on est sur de l'alimentaire et que quoi qu'il en soit, les gens ont besoin de manger. Et je trouve que cette crise remet un peu l'église au milieu du village et c'est important. L'alimentation, c'est si on mange pas, on vit pas quoi. C'est pas possible. Et c'est la base de la vie humaine. Et je trouvais que on avait mis l'alimentation un peu de côté jusque maintenant. Et j'ai l'impression que les Français se rendent compte un petit peu plus de l'importance que ça peut avoir quoi. Voilà. Et est-ce que ça ne tient pas en une phrase qui a été lancée par le gouvernement, qui a été beaucoup interprétée, parfois critiquée, de parler de commerce essentiel. Les supermarchés, les petites épiceries de quartier ou de village redevenaient importantes, redevenaient des commerces essentiels. Et ça change tout. C'est plus l'endroit où on va juste, quasiment les yeux fermés, acheter son lait, sa farine ou ses légumes. Il y a quelque chose qui me paraît assez important, c'est que autant quand on va en GMS, alors sans faire offense à personne, mais il y a un côté anonyme. Par contre, quand on est dans des petits magasins spécialisés ou des épiceries de quartier ou de ce type de commerce, il y a du lien, il y a de la confiance. On peut dépasser la norme. La confiance, c'est beaucoup entre les gens. Il y a du lien qui se crée, ce qu'on retrouve pas forcément dans des hypermarchés, des choses comme ça, quoi. Alors, Benjamin Borel, on va finir notre petit tour de table de la crise de par chez vous, chez Boussole. La crise du Covid, vous l'avez ressenti comment? Est-ce que ça a eu un impact à la fois sur les gens que vous fournissez, parce que vos clients, c'est plutôt la restauration collective, si j'ai bien compris. Donc, on l'a vu, beaucoup de restaurants d'entreprise, de cantines, voire de cantines scolaires étaient fermées. Donc, je suppose que pour vous, l'impact a été terrible. Oui, tout à fait. En fait, sur les différents sites qui composent le réseau Boussole, Calais, Marseille, Montpellier, Bordeaux, la part du scolaire est importante dans notre segment d'activité. Elle varie entre 70 et 90%. Donc, effectivement, certains sites ont été très fortement impactés lors du premier confinement. Et on a eu effectivement la réflexion de se dire est-ce qu'on ferme les sites complètement le temps du confinement ou est-ce qu'on continue? On a plutôt choisi de façon globale de pouvoir poursuivre en réorientant deux choses. De pouvoir trouver des solutions et des circuits alternatifs, notamment sur tout ce qui était livraison en particulier, ce qui n'est pas notre activité première, mais pour lesquelles on avait des sollicitations. Donc on a mis en place comme des logiques de click and collect ou des points de retrait, pardon, pour être français, pour parler un peu. Voilà. Donc des points de retrait de produits pour les particuliers. Et surtout sur Marseille, on s'est aussi investi fortement sur toutes les problématiques de solidarité et d'approvisionnement des personnes les plus en difficulté et les plus touchées par la crise sanitaire. Alors très concrètement, ça se passait comment? En fait, on a sollicité un certain nombre de partenaires de fondations qui nous ont alloué des budgets pour pouvoir continuer à produire du pain qui était produit, donné à des associations caritatives qui le donnaient soit à des personnes SDF qui étaient hébergées dans des hôtels ou soit dans les familles pauvres des quartiers les plus paupérisés de la ville parce que toute une frange de leur source de revenus était fortement impactées et des personnes qui ne connaissaient pas la faim ont été très fortement touchées par ce confinement. Oui, on pense notamment, et c'est une situation terriblement d'actualité, la situation des étudiants aujourd'hui qui ne sont plus dans les universités, dans les facs, et qui ont pour beaucoup maintenant vécu un basculement en se retrouvant sous le seuil de pauvreté, et c'est là que vous intervenez. Oui, tout à fait. On a effectivement noué des partenariats avec certaines associations étudiantes pour pouvoir produire du pain qui leur est donné, et eux font des paniers solidaires qui est distribué aux étudiants les plus en difficulté. Alors vous le disiez tout à l'heure, l'une de vos particularités, c'est de ramener vers l'emploi des gens qui étaient au chômage pendant souvent de longues années. Là aussi, vous aviez un rôle particulier, parce que alors que beaucoup d'entreprises mettaient tout le monde au chômage partiel ou en télétravail, non, chez vous, ça continuait, la production se faisait encore. Oui, ça a été effectivement un des deux éléments qui nous a incité à continuer. C'était aussi de pouvoir poursuivre ce parcours d'insertion qui permettait aussi de rassurer les personnes sur le devenir, parce qu'il y a des éléments chez nous. On a effectivement
des personnes qui ont eu des grosses ruptures de vie sociale et professionnelle, ou des personnes qui sont des primo-arrivants, donc qui n'ont pas forcément toute la culturation qu'on peut avoir du monde du travail et la conception de l'environnement dans lequel ils sont de façon globale. Donc c'était aussi une façon de pouvoir les laisser connecter avec ce qui se passait autour, de pouvoir les valoriser aussi dans cette dimension-là, d'être utile pour les autres, et de vraiment avoir une matérialisation de cette utilité dans leur travail. Et c'est vrai que ça a été très profitable, en tout cas pour nos salariés. Et combien de personnes aujourd'hui ont déjà retrouvé du travail? Alors là, vous me prenez de court sur les données. Et combien de personnes dans vos centres pour travailler? Je dirais, alors sur Marseille, Montpellier, ceux que j'ai en tête, on est sur une dizaine de personnes à peu près. Et Julien Fausse, comment l'agriculture, alors là on va parler de l'agriculture bio, mais quelque part ce que l'on va dire là est valable, je pense, pour toute l'agriculture. Comment peut-elle rebondir après cette crise? C'est quoi le coup d'après? Elle n'a pas vraiment besoin d'un rebond. Si on regarde bien notre système alimentaire, malgré la crise, il a tenu le choc. Il faut regarder aussi ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis, où il y a eu, dans certaines filières, du fait de clusters dans des abattoirs, les filières animales qui sont complètement effondrées. Donc des situations analogues par rapport au système alimentaire français, nos filières agroalimentaires, on l'a pas eu. Donc on a quand même eu un système alimentaire en France qui a tenu le coup. Donc du coup, la vraie question, c'est de savoir comment on pérennise la demande qui est apparue de circuits courts, de naturalité dans l'alimentation. On veut plus de bio, plus de local. Et donc, quelle politique publique on met en place pour absolument accélérer et soutenir cette transition agroécologique au sein de laquelle la bio occupe une place tout à fait centrale. Alors il y a plein de politiques qui sont en cours, et je pense notamment à la politique agricole commune qui est en cours de discussion pour la future PAC, qui va quand même être tout à fait fondamentale pour soutenir et accélérer cette transition. Mais les leviers de politique publique au niveau national, au niveau local et territorial aussi sont nombreux et devront absolument aller dans ce sens d'un soutien aux filières bio et à la transition agroécologique. Et est-ce que justement, on le voit dans l'histoire, les crises généralement, une fois la crise passée, jouent un rôle d'accélérateur technologique, accélérateur politique. Est-ce que là, cette crise peut avoir un rôle d'accélérateur économique? Mais il faut l'espérer. On a beaucoup parlé lors du premier confinement, on parlait beaucoup du monde d'après. Bon, on est sorti d'un deuxième confinement et le monde d'après ressemble étonnamment au monde d'avant. Donc la vraie question, c'est comment on profite justement de cette crise pour améliorer la situation de nos filières agroalimentaires et soutenir la bio. Donc il y a une vraie opportunité d'accélération de cette transition. Ouais. Michel, moi je voudrais qu'on reparle de vous et de vos producteurs. Vous disiez tout à l'heure, on s'est unis parce qu'on voulait prendre notre destin en main et peser un peu sur le marché. Est-ce que, là aussi, question que je posais à l'instant à Julien, est-ce que ça a permis d'accélérer un peu de votre démarche qui vient de se passer là depuis pas pratiquement un an, depuis quasiment le dernier Salon international de l'agriculture? C'est très divers en fait. Un des soucis majeurs qu'on a, c'est que les changements doivent s'opérer de manière globale, c'est-à-dire tout au long de la filière. Il faut bien comprendre qu'on est tous liés. Ça part de l'adhérent au producteur, du paysan, jusqu'au consommateur. Et l'idée qu'on a à Ferme Bio, c'est d'essayer de structurer la filière d'un bout à l'autre, quoi, et que chacun puisse comprendre qu'on interagit tous les uns avec les autres, que nos comportements ont un impact important sur les autres. Et hier, j'étais en rendez-vous commercial donc dans chez un industriel avec qui on travaille, et on se rend compte que si on n'a pas, par exemple, de contrat tripartite entre nous, coopératives, et nos adhérents, l'industriel et derrière le vendeur, eh ben ça fonctionne pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde entre nous et le transformateur, mais si derrière le vendeur est toujours sur une politique de prix atomisée, eh ben le transformateur se retrouve coincé entre le producteur et le vendeur. Alors voilà. Comment on s'y prend pour justement que tout le monde se parle, tout le monde se mette autour d'une même table pour
pour essayer d'avancer? Il faut une prise de conscience et il faut aussi de l'empathie. Et comprendre que, par exemple, quand on achète, bon, c'est peut-être pas à vous que je vais le dire ou aux gens qui sont ici, mais quand on achète des produits, il y a des gens derrière, il y a du travail, il y a de la sueur, il y a des risques, il y a des impacts qu'on ne mesure pas forcément. Je vous parlais des impacts climatiques qui doivent faire partie du prix. Donc, par exemple, je sais pas moi, je peux vous citer comme exemple, mais je pense toujours à l'exemple du lait. Alors moi, je produis pas de lait sur mon exploitation, mais je sais quel travail c'est que de produire du lait, et que si le prix de la tonne de lait était ne serait-ce que de 10 ou 20 centimes de plus, ce qui n'est absolument rien sur le produit final, par contre, ça change tout pour les producteurs de lait. C'est la capacité à faire évoluer leurs outils, à pouvoir embaucher, parce que du coup, ils pourraient se libérer du temps pour pouvoir travailler, créer de l'emploi. Et à la fin, pour la personne qui consomme, je vous laisse imaginer ce que ça représente, 20 centimes sur un litre de lait à la fin du mois. Sur le budget d'un ménage, ça va pas représenter grand-chose. Par contre, ça change beaucoup de choses au niveau de la filière, quoi. Alors avant qu'on prenne les premières questions que vous nous avez déjà posées sur le site de cette émission, moi je voudrais aussi vous demander, Michel, vous dites on s'est unis. Si vous n'aviez pas été unis, est-ce que quelque part vous auriez passé la crise du Covid ou pas? Ou est-ce qu'il y aurait eu, comme on dit, des dégâts? Oui, non, moi je pense qu'on aurait subi les mêmes impacts. Mais notre union, l'idée de l'union, c'est d'éviter aussi au prix de descendre. Donc c'est de maintenir un revenu décent pour l'ensemble de la filière. Donc c'est de proposer à nos adhérents un revenu correct. Et c'est de pouvoir proposer aussi aux transformateurs derrière, lui, de pouvoir vivre de son métier, et après aux vendeurs de pouvoir vivre de son métier. Et le sens de notre union, c'est ça. Donc on représente à cette heure-ci, allez, sur le marché de la céréale bio en France, on est à 12%, je crois, de part de marché. J'aime pas dire ça parce que c'est vraiment pas le but. Et sur certains produits, on représente 40%. Donc notre voix et notre façon de voir les choses pèse un petit peu. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on essaye surtout, parce que ce qui est important, c'est d'entraîner d'autres gens avec nous et de continuer à s'unir ensemble et de parler de la même voix pour reprendre un petit peu le pouvoir sur le marché, quoi. Alors, les premières questions de nos téléspectateurs. Une question, alors pour vous, Julien, de Catherine. Merci de parler de la vente en circuit court, qui est un canal capable de rémunérer correctement les producteurs. C'est vrai qu'on a pas découvert, mais redécouvert les circuits courts durant cette crise, notamment le premier confinement. Oui, enfin, il y a eu un essor de ces circuits courts, une demande qui a été beaucoup plus forte et qui est claire. Alors, l'intérêt des circuits courts, c'est bien évidemment d'avoir moins d'intermédiaires, et donc une marge qui va être a priori mieux partagée entre les agriculteurs et les autres acteurs, et donc ça peut vraiment répondre aux besoins des consommateurs. Voilà, il y a une volonté de proximité, et puis ça peut aussi répondre aux attentes des agriculteurs en les rémunérant beaucoup plus justement. Donc le circuit court, c'est sans doute une option pour la bio, qui est une option d'avenir. Enfin, historiquement, la bio a toujours fonctionné et soutenu les circuits courts, mais c'est une tendance qui va sans doute s'accentuer encore plus. Et ça va au-delà de l'achat de produits. Il y a aussi une notion de dialogue avec les producteurs, avec ce lien. Certains parlent d'agribashing, mais quand on regarde tous les sondages, les agriculteurs font vraiment partie des professions qui sont les plus appréciées par les Français. Donc, ce lien direct avec les agriculteurs, des consommateurs, grâce au circuit court, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, une question d'Anne-Sophie pour vous, Benjamin. Les plus modestes, les plus précaires, qui pouvaient se tourner vers la bio, ont de plus en plus de mal aujourd'hui à aller vers ces produits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'il y a des options possibles pour rendre de nouveau le bio accessible au plus grand nombre? C'est une vaste question. Ces éléments, et je pense qu'il faut pas tomber, alors c'est un avis personnel sur les éléments, mais je pense qu'il faut pas tomber dans le piège qu'on a pu avoir et faire en sorte de faire du prix la variable essentielle des éléments, pour pas retomber dans les travers qu'on a pu avoir avec l'agriculture conventionnelle, et faire en sorte que les agriculteurs soient les variables d'ajustement.
Je pense que un des éléments qui doit être à investiguer, c'est repenser aussi la question de l'équilibre alimentaire global et peut-être revoir certains postes d'approvisionnement. Et je pense que tout ce qui est végétal doit avoir une part un peu plus importante dans l'alimentation, et ça permet de dégager sur des budgets constants des pistes de solutions pour démocratiser un peu plus le bio pour tous. Voilà, c'est après un avis personnel, hein, mais... Et chez vous, j'allais dire, pour arriver à la baguette bio pour tous, vous y prenez comment? Il y a des partenaires. Expliquez-nous un peu les coulisses de votre démarche. Oui, alors je rebondis tout à l'heure par rapport à la question de la proximité. Pour nous, le circuit court, c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait. Ça permet effectivement de pas avoir ou de moins avoir d'intermédiaires, de faire en sorte que les gens se connaissent et se respectent, et qu'on travaille sur une question de traçabilité et de qualité. Et ça, c'est l'essentiel. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut qu'on ait un partage équitable de la valeur ajoutée. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une tarification qui, me semble-t-il, est adaptée. C'est-à-dire, donnez-nous Alors, je peux vous donner des gammes de prix, mais le prix a pas forcément de sens. C'est vrai que le prix de la baguette bio, en fonction de l'endroit où on l'achète, n'est pas tout à fait le même. Oui, et puis nous, on est sur des gros volumes, donc c'est clair que ce qu'on vend en bio est beaucoup moins cher que ce que vous pourriez trouver en boulangerie, dans une boulangerie. Mais si vous voulez un ordre de prix, on est à moins de 3 euros du kilo sur du pain, donc ce qui est clairement pas cher, qui est pour mes clients trop cher. Mais je pense que la question de la qualité revient, et en fait il faut avoir une réflexion globale entre le prix d'achat, le prix de ce qui est jeté, et de faire en sorte que il y ait des marges de manœuvre importantes dans le gâchis alimentaire. Donc Alors, une dernière question, Julien, pour vous, de Claudie. Pour l'instant, et vous en parliez à l'instant, on ne voit pas beaucoup la PAC prendre en compte l'agriculture bio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oula. Là, on pourrait faire un débat de 3 heures sur le verdissement de la PAC, mais c'est vrai que c'est quand même une préoccupation aujourd'hui. Oui, on peut tenir largement plus de 3 heures. Donc on est au beau milieu des négociations sur la PAC. Il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau européen. Il va y avoir une traduction au niveau national qui va être élaborée par le ministère de l'Agriculture dans les prochains mois et mise en discussion. Il est clair que si on veut vraiment avoir une transition de grande ampleur de notre système alimentaire et beaucoup plus de bio, on peut pas tout faire porter sur les consommateurs. Et il faut aussi que les politiques publiques, et notamment la PAC qui finance très largement notre agriculture en France, soient orientées vers ces soutiens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour soutenir massivement, encore plus massivement la bio, même s'il y a eu des choses qui ont été faites très positivement ces dernières années en faveur de l'installation et du maintien des agriculteurs bio. Alors, il y a aussi une question qu'on nous pose sur, justement, on parlait des circuits courts à l'instant. Un de nos téléspectateurs lui dit, mais derrière les circuits courts, derrière la vente directe, il faut des compétences commerciales, et ça, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que c'est un autre métier, on en reparlera à l'instant, avec Michel, mais c'est vrai que c'est vendre en circuit court, vendre à la ferme, ça suppose aussi d'autres compétences que celles d'agriculteur. Et ça nécessite un certain nombre d'accompagnements, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité de mettre en place vraiment du côté de la sphère publique, du côté des chambres d'agriculture ou autres, l'ensemble des dispositifs qui vont vraiment permettre d'accompagner cette transition. Michel, ça se passe comment chez vous? Parce que effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on veut peser sur notre destin, on veut aller négocier avec les transformateurs, avec la distribution. Ça suppose aussi d'enlever la casquette d'agriculteur, puis de mettre la casquette de céréales négociateur. Ça suppose surtout de s'entourer de personnes qui ont des compétences que moi je n'ai pas forcément et que d'autres agriculteurs n'ont pas. Donc et dans les collaborateurs qu'on recherche à quelque niveau que ce soit, pour nous ce qui est important c'est qu'ils aient à l'intérieur d'eux les valeurs qu'on porte, voilà, et que ça ne soit pas simplement un manteau qu'ils enfilent le matin pour aller travailler, quoi. Et il faut des gens engagés. Et c'est ce qu'on essaye de recruter comme genre de personnes, quoi. Voilà. C'est quoi le bon profil chez vous pour venir travailler chez vous? Quand vous dites engagé, ça veut dire quoi? La bonne humeur déjà. Non, mais c'est des gens qui ont envie d'une société différente, d'une société plus équilibrée, plus équitable, une société de relations, une société de confiance,
où on imagine de manière très utopique peut-être que la confiance remplacera la norme. Donc il faut essayer de ramener une certaine proximité aussi, du partage, voilà, un petit peu tout ça, quoi. Et avec tout ça, ça marche. On essaye de faire marcher. On essaye de faire marcher. Et votre après, modèle, il est reproductible ailleurs? Oui, oui, oui. Oh, bah oui, je pense. Oui, il y a certainement d'autres structures qui fonctionnent comme nous. Après, ce qui serait aussi chouette, c'est alors moi, je suis passé en bio en 2010 et je suis agriculteur depuis 2000. Et Julien parlait des politiques publiques. Il y a eu, à mon sens, un très gros engouement parce qu'il y a eu de l'argent qui a été débloqué de manière importante pour les primes à la conversion, mais ça a enclenché derrière un afflux massif, alors dont on n'aurait jamais rêvé il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais derrière, c'est aussi il y a de la structuration de filières à mettre en place derrière. Et ça, c'est loin d'être simple. Et c'est sûr qu'on aurait préféré avoir un afflux un peu moins massif et pouvoir mieux accueillir les gens, structurer nos filières plus facilement. Voilà. Donc à l'avenir, ça, c'est des choses à réfléchir. C'est s'inscrire vraiment dans des politiques dans le temps, durables, pas forcément des coûts comme ils peuvent se faire parfois, pas tout le temps. Hein. Et derrière, alors je sais qu'il y a de l'accompagnement de filière quand même, hein, clairement. Hein, enfin, les agences de l'eau, l'agence bio, et puis d'autres partenaires aussi le font. Mais cet afflux massif est pas toujours simple à gérer et peut avoir bien sûr des conséquences sur le marché, puisqu'il faut bien qu'il y ait une offre et une demande. Et si la demande ne croît pas aussi vite que l'offre, ça pose des soucis après en termes de prix, de maintien des prix, quoi. Voilà. Messieurs, merci d'avoir participé à cette première table ronde. Dans un instant, nous allons retrouver Christian Huyghe, qui est directeur scientifique à l'INRAE. Mais avant cela, on va continuer notre petit tour de France de la France Bio. Alors, on va quitter l'Hexagone puisqu'on va partir à la Martinique. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Alors dans notre jardin, il y a à peu près une quarantaine de plantes qui sont cultivées dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. Nous nous inspirons aussi des techniques de la permaculture. L'objectif, en fait, c'est toujours de créer de la diversité, un maximum de niches écologiques complémentaires et très diversifiées. Le bio, c'est aussi un mode de vie et une façon de consommer autrement, qui évite le gaspillage, limite la production de déchets, mais aussi qui permet un développement durable de notre environnement. Cette année, nous sommes lauréats des trophées de l'excellence bio dans la catégorie innovation. C'était de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Retour sur le plateau de la matinale bio avec Christian Huyghe. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler d'un concept dont on parle de plus en plus, c'est celui du concept One Health de santé unique. Alors, expliquez-moi simplement, comme un enfant de 5 ans, ce que c'est que le concept One Health. Je vais essayer de faire simple et pédagogique. L'idée derrière One Health, c'est de dire que la santé des hommes, la santé des animaux, la santé des plantes, la qualité du milieu, tout ça est lié. Et donc on ne peut pas penser par silo. Il faut penser de façon assez globale. Et en même temps que l'on pense à ça, il faut penser que ça s'insère dans des transitions alimentaires, des transitions démographiques mondiales et des transitions climatiques. Et donc, penser global pour comprendre comment on peut agir de façon systémique là-dedans. Alors, c'est né comment cette vision globale de la santé? Alors, l'idée, elle est historiquement, je ne pourrais pas trop vous dire quel moment ça émerge, mais c'est l'idée que quand on ne peut pas soigner, par exemple, un humain sans comprendre en fait l'ensemble des déterminants de sa santé. Et donc, plutôt que de soigner, en fait, comment on prévient, et donc comment on prévient par l'alimentation, par la qualité du milieu. Et donc, c'est de là que naît l'idée que pour pouvoir soigner les personnes, les nourrir au mieux et faciliter leur qualité de vie, eh ben, il faut aussi se préoccuper des autres composantes qui font cette santé globale. Alors, pour que ça fonctionne, si j'ai bien compris, il faut que tout le monde arrive à se parler. J'allais dire, les médecins qui nous soignent, les vétérinaires,
les chercheurs qui travaillent sur le végétal. Moi, j'ai cru comprendre récemment qu'entre vétérinaires et médecins, c'était pas le grand amour. Alors, comment on arrive à faire en sorte que tout ça fonctionne? Effectivement, il y a un sacré défi. Le premier défi, c'est en fait un défi de position, de posture. C'est que personne ne détient la solution tout seul. Et donc, on est obligé de la partager avec d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour construire autour de ça, il faut partager une orientation collective. Et le troisième élément, c'est de réussir à avoir des espaces de créativité ensemble pour avoir des leviers. Et aussi se mettre d'accord sur l'idée que tout compte fait, tout ça est une accumulation de petits pas. Et c'est ça qui est un peu parfois difficile à comprendre, c'est que il n'y a pas de grand soir en fait sur cette question-là. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'un élément absolument central, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc cette question de la santé des milieux, cette question de la prophylaxie, quelque chose qui est plus très vivant en fait, en particulier en agronomie, encore assez présent dans le domaine de l'animal, très peu présent dans le domaine du végétal. Cette question-là, elle est centrale. Et la prophylaxie, elle vient pour partie, pour l'humain, de la qualité de l'alimentation. Et pour la production agricole, une grande partie vient de la qualité des milieux. Alors, bien évidemment, il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis un an, ou pratiquement tout le temps. D'ailleurs, on a l'impression que c'est le seul sujet de conversation actuellement dans le monde, c'est la Covid-19. Est-ce que ce concept de santé unique, le fait que tout le monde travaille ensemble, ça aurait pu avoir un impact et une utilité? Ou est-ce que c'est un doux rêve? Non, c'est à la fois un doux rêve, mais aussi une réalité. En fait, la question de la crise sanitaire que nous traversons et dans laquelle on va rester encore pendant un certain temps, elle est liée à quelque chose qui est relativement connu, c'est quand vous avez un organisme pathogène nouveau qui arrive quelque part dans un univers où il n'y a pas de résistance. Tout compte fait, ça se diffuse et c'est accéléré par les mouvements importants des populations humaines. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que plus on a augmenté les zones de contact entre le milieu sauvage et les humains sans les réguler, et donc la déforestation elle est cachée derrière ça, plus on augmente la probabilité d'être exposé à des pathogènes extérieurs. Donc la crise du coronavirus, elle est une expression en fait de l'importance de se préoccuper de la qualité des milieux, des zones de contact. Elle souligne aussi l'extrême importance d'avoir des capacités d'anticipation. Et donc de travailler à l'échelle mondiale avec des grandes initiatives autour de la santé humaine, de la santé des animaux, de la santé des végétaux, pour anticiper. Et on voit bien que la crise du coronavirus, on est toujours en train de courir derrière le phénomène. Et donc, comment on arrive à avoir des démarches d'anticipation? Ça, c'est l'élément supplémentaire. Et un autre élément qui est très sous-jacent à ça, c'est que la crise du coronavirus, elle est liée à un virus, par construction. C'est en fait un organisme qui est très très petit. Et en fait, on a toujours tendance à regarder la question de One Health à la hauteur des humains. Et Bruno David, président du muséum, le souligne très bien. En fait, on va se préoccuper des animaux qui ont à peu près notre même taille. En fait, il faut regarder ce qui se passe aux autres échelles d'organisation ou sur des animaux plus petits. Et regarder comment, quand on réfléchit au concept de One Health, comment ce qui fait les virus, les micro-organismes, comment ça lie le milieu, les humains, les plantes et les végétaux. La découverte du microbiote, de ce point de vue-là, est une rupture majeure. Votre santé, pour beaucoup d'éléments, est liée au microbiote que vous avez. Et ce microbiote, il est lié à celui du sol, celui du milieu, celui des plantes, celui des animaux. Et cette continuité-là, elle donne du corps, de la base scientifique, à la réflexion autour du concept de One Health. Il y a la recherche fondamentale dont vous parlez, il y a aussi le savoir-faire. C'est vrai que quand on se retrouve un petit peu démuni, quand nos médecins se retrouvent un petit peu démunis, et notamment, je pense au personnel hospitalier, dans le secteur vétérinaire, gérer des grandes, des pandémies, des crises graves, on sait faire, et depuis longtemps. On a eu dans l'histoire récente des crises qui ont été plutôt bien gérées. Donc il y a un savoir-faire aussi qui peut être mis au service du commun. Oui, il y a un savoir-faire chez les vétérinaires, chez les médecins. C'est de l'art, en fait. Vous devez soigner quelqu'un. Il y a une différence quand même qui est très forte entre le vétérinaire et l'humain. C'est que la mort d'une personne humaine, elle a une valeur qui n'est pas celle que vous pouvez avoir dans un troupeau de volailles. Par exemple, en ce moment, on a une crise extrêmement forte de grippe aviaire, ça n'a quand même pas la même signification. Il faut dire que quand on abat un troupeau dans l'agriculture, on n'abat pas un quartier entier d'humains. Voilà. Et on n'a pas il y a un traumatisme pour l'agriculteur qui est majeur, mais c'est pas la même chose. Donc il faut réussir à mettre les choses au bon niveau. Mais les médecins, les vétérinaires, c'est un art. Et ce qu'il faut que la science fasse en relation avec ça, c'est d'apporter des connaissances qui permettent d'expliquer. Les patents sont pas toujours les mêmes.
Puis le troisième élément que la crise de la Covid a beaucoup mis en avant, c'est comment tout ça fait expertise. L'expertise, c'est à un moment donné de dire je sais pas. Et donc entre l'art, la science et l'expertise, il y a une chaîne à organiser, et une chaîne qui doit permettre là aussi d'identifier ce qu'il faut décider, mais aussi d'identifier les endroits où l'on ne connaît pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer demain. Et comment on structure tout ça? Il y a des comités, il y a des espaces de discussion entre les hommes de l'art, si je puis dire? Il y a beaucoup de comités. Là, si vous prenez la crise de la Covid, on entend des comités partout. Il y a beaucoup d'autres espaces où ça existe. Hein, les espaces de programmation scientifique, par exemple, les programmations d'Horizon Europe à l'échelle européenne fait appel à beaucoup de comités et beaucoup de lieux de consultation. Ce qui est essentiel, c'est aussi de disposer d'endroits où on raccourcit ce lien entre ce que la science est capable de dire et la construction des politiques publiques. Et par exemple, au niveau d'INRAE, on a mis en place une direction générale déléguée à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques. Et donc, comment on construit des synthèses de ce que l'on connaît, des synthèses de ce que l'on ne connaît pas aussi, au service des politiques publiques pour définir ces orientations et puis aussi apporter sur le temps le plus court qui soit ce que la science permet de dire pour construire les politiques publiques. Quand One Health aura atteint son rythme de croisière, est-ce que ça permettra de régler plus vite, ça c'est le rêve de tout le monde, des crises sanitaires comme celle que l'on traverse? C'est difficile de prédire l'avenir. J'allais dire, c'est quoi l'utilité? L'utilité, c'est de prévenir, oui, effectivement, anticiper. Les relations internationales, elles jouent un rôle absolument considérable. Si vous avez des observatoires dans les endroits d'émergence, vous pouvez vous prémunir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est accélérer la construction des solutions. Ce que l'on voit aujourd'hui avec les vaccins, c'est un miracle scientifique. Enfin, c'est pas un miracle, c'est une réussite scientifique absolument remarquable. Ce que des dizaines d'années de biologie moléculaire ont permis de faire. Et donc, c'est la solution. On a vu à quelle vitesse ça émerge. Et avec l'apparition de variants, ce qui est inévitable en biologie, et toutes les technologies dont on voit aujourd'hui les résultats vont permettre d'apporter des réponses extrêmement rapides. Donc, anticiper, apporter des réponses plus rapides, et puis aussi, en particulier dans les crises dans le domaine animal, dans le domaine végétal, avoir des systèmes qui soient plus résilients. Ça. Et je pense qu'il y a vraiment une dimension extrêmement importante, c'est comment les milieux dans lesquels on vit ont une richesse plus forte pour les rendre plus résistants, plus résilients à l'émergence de maladies et de pathogènes nouveaux. Alors, j'imagine ceux qui sont en train de nous regarder et disent « Oh là là, Christian Huyghe nous parle de choses, de résilience, de milieux naturels plus résistants en restant bien évidemment dans les limites de ce que d'abord les réglementations internationales nous autorisent à faire et également dans les limites de ce qui est acceptable au niveau de la recherche. » Alors, évidemment, dans les limites de ce que la réglementation permet de faire, la réglementation, elle oriente, elle est ultra structurante et on doit aussi alimenter, comme je disais tout à l'heure, par la connaissance, les réglementations, les politiques publiques. Et puis, il y a toujours à prendre en compte les dimensions d'éthique. Qu'est-ce que la société accepte que l'on fasse et qu'est-ce que la société demande que l'on fasse. Et donc, évidemment, tout ça doit être articulé. En fait, ce qui est fondamental dans cette question-là, c'est le sens que l'on donne à l'action. Et donc, le sens suppose de la pédagogie, suppose que l'on comprenne, et donc il y a un lien très fort aussi avec les dimensions d'enseignement qui sont majeures autour de ça, avec le partage des savoirs. L'émission que vous animez aujourd'hui contribue, enfin je l'espère, à cette question-là, et donc ça crée en fait des visions partagées du futur. En fait, ce que la crise sanitaire que l'on traverse souligne avec beaucoup d'acuité, c'est en fait cette tension permanente entre ce qui est bien privé et ce qui est bien commun. La santé est un bien commun dont on redécouvre l'importance, en fait, à l'occasion de cette crise-là. Et je pense que cette question, elle est centrale et on la trouve beaucoup, en fait, dans les discussions qu'on a avec l'agence bio. C'est qu'est-ce qui fait bien commun, qu'est-ce qui fait bien privé et comment on les articule. Et on doit les articuler pour aujourd'hui, mais aussi en responsabilité pour la génération d'après. Alors, Christian, je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'ils peuvent continuer à nous poser des questions en cliquant sur le petit bouton qui est à droite de leur écran. Et justement, il y a une question de Karine. Bonjour, si One Health c'est important, pourquoi dans la crise Covid, on ne parle que de vaccination et pas de la prévention par une bonne alimentation, un bon état des sols, une bonne santé des animaux? On en parle, mais sur la question très vaste, mais une réponse très courte. Mais sur la crise coronavirus, vous pouvez vous alimenter comme vous voulez. Si vous êtes exposé à ce virus, ce coronavirus, vous aurez un problème. Là, c'est la prévention, elle joue beaucoup. C'est les gestes barrières dont on parle tout le temps et que l'on s'est appliqué ce matin d'ailleurs.
Voilà, on est à largement plus la de distance 2 mètres. réglementaire. Voilà, absolument. En tout cas, Christian Guy, merci beaucoup d'avoir participé à cette première matinale bio ici, donc, dans ce magnifique studio. On va continuer maintenant notre petit tour de France, de la France bio, et nous allons à Amiens. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'agence bio. Donc là, on est sur l'île Saint-Aragon, une ferme maraîchère bio en permaculture, qu'on pourrait qualifier d'urbaine puisqu'on est en centre-ville, voilà, où on cultive les légumes et nos fruits pour nos adhérents. L'idée, c'est vraiment de créer les rencontres entre les artisans, les producteurs et les consommateurs. Ensuite, l'île aux fruits, c'est pas que ça, c'est aussi une ferme pédagogique. On accueille des jeunes, de la crèche jusqu'à l'enseignement supérieur pour justement transmettre un petit peu toutes ces notions à la fois environnementales, de apprendre à travailler la terre, avec des projets qui vont vraiment de la graine à l'assiette. Amener les gens progressivement à se questionner justement sur la mode de consommation et à le faire de manière simple. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent s'approprier ça très facilement. C'était de la terre à l'assiette avec l'agence bio. Retour sur le plateau de la matinale bio avec Olivier Lepierre, bonjour. Vous êtes sociologue au CIRAD. Alors je rappelle le CIRAD, le Centre pour la coopération internationale et la recherche agronomique et le développement. Donc vous, votre cible, c'est plutôt habituellement les pays du Sud, comme on dit. Mais là, on va parler de la sociologie et de la consommation française. On a vu qu'il y avait un engouement pour le bio. Les chiffres que publie régulièrement l'agence bio nous le montrent. Alors, est-ce que c'est une situation, un effet de mode, ou est-ce qu'on est plutôt dans une tendance durable, selon vous? Alors ça, c'est une question que les acteurs se posent depuis longtemps, mais je crois qu'on peut répondre très clairement sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une tendance durable. Ça fait des années que ça se dément pas. Et aujourd'hui... alors qu'il y a eu cette crise Covid, une reconfiguration, etc., on a des signaux intéressants, notamment autour des circuits courts qui sont souvent liés au bio et qui montrent qu'effectivement c'est une tendance durable, d'autant qu'on a une génération de consommateurs qui aujourd'hui devient autonome dans sa consommation, qui accède à un pouvoir d'achat, une consommation autonome, et qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler des bio-natifs. Et donc... c'est quoi un bio-natif? C'est j'utilise ce terme, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été utilisé par d'autres, mais c'est un peu, vous savez, on parle de digital native pour cette génération qui est née avec Internet, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui arrivent autour de la vingtaine et qui ont toujours connu le bio, dont les parents éventuellement ont consommé du bio, peut-être pas en permanence, mais occasionnellement, etc. Et aujourd'hui, l'achat bio tel que vous l'analysez, c'est quoi? Parce qu'il y a quelques années, c'était plutôt un achat militant. C'était respect de l'environnement, etc. Aujourd'hui, est-ce que ça reste toujours un achat militant? Est-ce que c'est un achat santé, un achat plaisir, un achat responsable? Alors, je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Quand on voit les enquêtes, les critères qui ressortent, c'est la santé d'abord. Les gens se préoccupent de leur santé, donc des contaminants chimiques, etc., qui peuvent être présents dans les produits et dont on sait que le bio protège, puisque même si on voit régulièrement des enquêtes qui montrent que des produits bio contiennent certains résidus, mais c'est dans des niveaux d'exposition qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans les produits conventionnels. Donc la santé, il y a aussi les préoccupations environnementales, et puis aussi le goût qui ressort nettement, et avec l'idée que le bio est un gage de qualité et de goût des produits. Et est-ce que ça va aller en amplifiant grâce ou à cause de la crise sanitaire que nous vivons? Je posais la question tout à l'heure lors de la table ronde, est-ce que aujourd'hui les produits bio sont des produits qui ont une valeur plus importante qu'à une certaine époque? On parlait de valeur refuge si on filait la métaphore boursière. Ouais, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a des enquêtes qui ont été faites par un réseau animé essentiellement à l'INRAE sur
les circuits courts, l'alimentation locale, le réseau thématique mixte alimentation locale, je crois qu'il s'appelle, qui a montré qu'il s'est intéressé avec une enquête en temps réel pendant le premier confinement à comment les circuits courts s'étaient reconfigurés, avaient fait face aux restrictions, comment les consommateurs avaient changé leur mode d'approvisionnement. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que beaucoup de circuits courts se sont très bien adaptés, des circuits courts qui souvent vont de pair avec le bio, hein, local bio, et puis des consommateurs qui ont aussi soutenu ces circuits en consommant ces produits. Donc voilà, ça c'est une tendance intéressante. Il y a aussi le drive qui n'a rien à voir, mais qui s'est aussi développé. Mais voilà, ces circuits courts se sont développés. Et puis après, c'est vrai que cette crise, on en parlait tout à l'heure, elle a focalisé sur l'alimentation comme un des besoins et une des activités essentielles. Oui, c'est les fameux commerces essentiels annoncés par le gouvernement au début de la crise. Voilà, effectivement, on se rend compte ou on se rappelle, c'est un peu étonnant qu'on l'ait oublié, mais que pour vivre on a besoin de manger, et que pour manger on a besoin de tout un système alimentaire avec tout un tas d'acteurs qui souvent sont invisibilisés. Je pense par exemple aux agents de caisse, aux caissiers, aux caissières, aux gens qui travaillent dans la logistique, dont on a vu toute l'importance, aux ouvriers agricoles aussi, qui sont souvent d'ailleurs des immigrés, et on a vu toute l'importance en fait de ces acteurs-là, des systèmes alimentaires pendant la crise du Covid, et sans doute que c'est un contexte favorable à une certaine prise de conscience, réflexivité autour de toutes nos dépendances et interdépendances qui nous permettent de manger, et qui sont une réflexivité qui est déjà présente en fait dans le bio. Par rapport aux produits conventionnels qui se soucient peu d'où viennent les produits, par quels canaux ils ont transité, etc. Alors il y a un concept qu'il y en a en Italie il y a quelques années, hein, c'était le concept slow food, où on prenait le temps d'apprécier les produits. Est-ce qu'il n'y a pas, à la lumière de cette crise, un autre concept qui va apparaître, celui du slow shopping, c'est-à-dire que on va prendre son temps pour regarder ce qu'on achète et plus acheter les yeux fermés en disant voilà, la brique de lait, ça fait 10 ans que j'achète la même brique de lait, je regarde même plus ce que je fais et je la mets dans mon caddie. Est-ce qu'on va apprendre à réapprendre les produits, à re-regarder les produits que l'on achète? Alors je pense que effectivement, comme je disais, cette crise, elle favorise cette réflexivité, ce rapport réflexif à ce qu'on mange. Après, je pense que ça va aussi au-delà de cette crise, hein, puisque des réflexions sur les impacts environnementaux, notamment de ce qu'on mange, ça préexistait. Il y a la crise environnementale. On sait que l'alimentation, c'est une part importante des émissions de gaz à effet de serre, ou d'autres impacts sur l'environnement. Par exemple, on parle des algues vertes en Bretagne régulièrement. Voilà, donc je pense que ça va au-delà de cette crise, et que en effet, il y a peut-être il y a assurément, en tout cas, et le développement du bio en est un signe, des consommations qui vont vers une plus grande conscience ou réflexivité sur toutes les manières de produire, qu'on observe aussi d'ailleurs dans d'autres secteurs que l'alimentation. Alors on a beaucoup parlé du végétal, on va aussi parler de l'animal. Alors c'est vrai que quand on regarde du point de vue environnemental, et on entend beaucoup de choses autour de ça, la production de viande pose problème à certains. Est-ce que la viande bio, la production bio, peut être de nature à ramener un certain nombre de consommateurs à la viande qu'il avait délaissés pour des raisons parfois éthiques, parfois de bien-être animal, parfois d'autres choses? Est-ce que là aussi le balancier peut revenir dans l'autre sens? Alors, on est dans un contexte dans les pays occidentaux, et en France en particulier, où on est à des niveaux de consommation de viande, mais plus généralement de produits animaux, qui sont très élevés, mais qui plafonnent, voire baissent pour certains produits. Il faut regarder le détail des viandes pour ça, hein. Par exemple, les viandes rouges, le bœuf, la viande bovine ont tendance à baisser depuis presque une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant. Et puis on a d'autres produits qui augmentent, par exemple les produits transformés ou les volailles, mais les augmentations ne compensent pas les baisses, donc au final la viande tend à diminuer, et on observe des tendances
un peu comme ce qui s'est passé dans le vin, dans le secteur du vin il y a 20 ans ou 30 ans, où on est sorti d'un paradigme très productiviste pour aller vers de plus en plus de produits avec des marques de qualité, des signes d'origine, etc. Et peut-être qu'on va dans cette direction dans le secteur de la viande, et dans ce cadre-là, le bio est évidemment un des signes possibles de qualité, d'origine, de même que le label rouge ou d'autres types de production. Donc cette tendance au moins de viande mais de meilleure qualité, au moins mais mieux, le bio évidemment peut y participer. Alors on a une question de Natacha qui est à la frontière entre la sociologie et l'économie. Je vous la livre telle qu'elle est arrivée sur nos écrans. Comment démocratiser encore plus le bio face à la crise sanitaire et à une réduction du budget des ménages, et comment augmenter la confiance dans la sécurisation et le contrôle des produits bio? Alors c'est une excellente question, et ça a été dit tout à l'heure, je crois, on peut pas s'en remettre, à mon avis, uniquement aux mécanismes de marché, et il faut des politiques publiques volontaires pour aider un secteur qui est plutôt vertueux sur un certain nombre de domaines. Hein. L'impact environnemental, c'est évident et largement démontré. Il y a de plus en plus d'éléments qui viennent qui sont en faveur de la consommation bio au niveau de la nutrition et de la santé. Voilà, donc pour penser, pour encourager le développement de ce secteur, il faut évidemment penser aux publics les plus démunis, puisque on sait aussi que les produits bio sont en général plus chers. Alors il y a des réflexions autour de ça. Hein. J'ai une collègue à Montpellier, à l'INRAE, Dominique Paturel, qui travaille depuis très longtemps sur les questions de démocratie alimentaire, d'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et il y a des réflexions en cours sur ce qui est appelé parfois une sécurité sociale de l'alimentation, où en fait, j'imagine pas une sécurité sociale de l'alimentation, ça pourrait être quoi? Alors une sécurité sociale de l'alimentation, alors je veux pas trahir les propos parce que c'est pas vraiment sur ça que je travaille, mais en gros c'est de mettre en place des dispositifs, de considérer l'alimentation de qualité comme étant relevant d'un bien commun, d'un bien qui devrait être accessible à tous, et de mettre en place des dispositifs alors qui peuvent prendre différentes formes, mais incitatifs, et qui permettent l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous. Et il y a des réflexions autour de cela. Ça peut passer par exemple par des allocations, des subventions, des subventions pour les ménages et les individus, on peut penser notamment aux étudiants en ce moment. Aux étudiants, aux gens qui vivent dans une très grande précarité. Donc des subventions qui seraient fléchées vers des produits de plus grande qualité environnementale, nutritionnelle, sociale, on peut imaginer aussi. Et donc le bio, là-dedans, aurait une place à jouer importante. En conclusion, Olivier, est-ce qu'on peut dire que, alors peut-être à la lumière de cette crise, mais peut-être même un petit peu avant, en ce moment, les consommateurs redonnent du sens à leur alimentation? Est-ce que l'alimentation, d'ailleurs, doit avoir du sens? Alors, il faut, je suis d'accord avec cette affirmation, hein, qu'il y a les consommateurs tendent à redonner du sens. Évidemment, on peut pas généraliser entièrement et dire tous les consommateurs c'est égal pour tout le monde. Il y a toujours des catégories de la population qui se soucient peu. On le voit bien par exemple sur les niveaux de consommation de bio, il y a des relations entre niveau de consommation et puis par exemple niveau d'instruction ou bien catégorie sociale et professionnelle, âge, etc. Mais effectivement, on peut considérer que globalement, il y a cette tendance vers essayer de réinjecter du sens dans une consommation qui a peut-être trop longtemps été négligée parce que censée satisfaire des besoins vraiment primaires, de base, etc. On a tous en tête, vous savez, la pyramide des besoins de Maslow, hein, où il y a les besoins alimentaires tout en bas, et puis on s'intéresse à d'autres besoins à mesure qu'on satisfait ceux qui sont en dessous. Voilà, peut-être qu'on retourne un peu en bas de la pyramide et que effectivement il y a
des processus qui conduisent à plus réfléchir et plus penser le sens de cette consommation. Une dernière question, Olivier. Tout ça fonctionnera quand on s'intéressera plus à notre budget alimentaire et qu'on connaîtra plus notre budget alimentaire que le prix de notre abonnement de téléphone portable? Alors, il y a assurément une question d'allocation budgétaire, puisque on sait qu'aujourd'hui, je sais plus à combien on est, je crois que c'est à peu près 11% du budget des ménages qui est alloué à l'alimentation. C'était beaucoup plus il y a 30, 40 ou 50 ans. Mais après, on peut aussi pallier ça si on met en place des dispositifs qui favorisent financièrement l'accès à des aliments de plus grande qualité ou mieux disant sur un certain nombre de plans en termes de durabilité. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Lepierre, d'avoir participé, de nous avoir rejoints pour cette première matinale bio. On se retrouvera sans doute très bientôt pour reparler un peu de la façon dont nous consommons ces produits. Alors maintenant, nous allons continuer avant de retrouver la deuxième table ronde. Nous allons poursuivre notre petit tour de France dans la France bio. Et cette fois-ci, nous allons en Normandie dans un lycée agricole. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Alors nous sommes en Normandie, en Seine-Maritime, sur la ferme du lycée agricole du Pays de Bray. La stratégie en fait de la ferme, c'est vraiment d'être autonome et économe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, quoi. C'est vraiment important. Et ça, c'est notre credo, c'est vraiment ce qu'on souhaite transmettre aussi aux jeunes, que développer une valeur ajoutée territoriale qui soit économiquement durable. Et donc cette espèce d'économie circulaire, on a un exemple très concret, c'est les vaches qui pâturent les vergers, on produit du lait. Lors de la transformation du lait sur la ferme, nous récupérons le lactosérum, donc le petit lait. On gère les maladies fongiques avec ce lactosérum. Tout ce qu'on produit sur la ferme, on essaye aussi à l'échelle du système agricole que ce soit réutilisé. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. C'était de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Retour sur le plateau de la matinale bio pour notre deuxième table ronde, le bio fer de lance de la transition écologique, de la transition environnementale. Alors on va beaucoup en parler, mais pas forcément à travers des longs discours, à travers des phrases définitives, mais à travers des expériences du quotidien avec nos trois invités. Stéphane Broder, bonjour. Alors, vous êtes agriculteur dans ce qu'on appelle la Champagne-Crayeuse, hein, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Et si nous vous avons invité, c'est que vous pratiquez l'agroforesterie. Oui, j'ai un peu de mal à le dire. C'est quoi l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est plusieurs manières de la pratiquer. C'est remettre des arbres dans la plaine, une plaine qui est désertifiée suite à déforestation après la Seconde Guerre mondiale. Donc sous forme d'alignement d'arbres, sous forme de haies, pourquoi pas aussi quelques bosquets, remettre de la vie. Alors, on en reparlera en détail tout à l'heure. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. J'ai vu un petit documentaire vous concernant. Vous dites « Je suis un créateur d'oasis ». Alors, créateur d'oasis dans les Ardennes, il faut quand même y aller. Oui, cette idée me vient des oasis qui existent bien entendu dans les déserts, et le changement climatique nous amène à un réchauffement qui peut-être être assez impactant sur la production agricole, et donc essayer d'amener de la résilience. Et les oasis depuis 3000 ans ont prouvé leur résilience, donc essayons de copier ce système pérenne. Si je vous comprends bien, bientôt en Champagne, on fera plus de champagne, mais du rosé de Provence. C'est à peu près ça l'idée. Oui, peut-être. J'aimerais bien mettre des vignes aussi, mais bon, j'ai beaucoup d'idées. Et puis là, vous risquez pas de vous faire que des amis si vous mettez des vignes dans vos champs. Christophe Audouin, bonjour. Ah, vous êtes directeur exécutif des Prairies Bio. Alors, c'est quoi les Prairies Bio? Parce que moi, je connais Amar, je connais les deux vaches, mais les Prairies Bio, c'est quoi? Alors, les Prairies Bio, en fait, c'est l'entreprise, puisque les Prairies Bio est une filiale du groupe Danone, qui est née il y a maintenant un peu plus de 14 ans, avec finalement une activité qui est essentiellement orientée vers la raison d'être de l'entreprise, à savoir justement proposer des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux via effectivement l'activité d'une entreprise. Donc, à l'époque, il ne s'agissait pas de lancer une marque,
mais de créer un projet à l'intérieur de Danone pour permettre cette aventure en bio. Et c'est ce que nous faisons depuis 14 ans. Et que de temps passé depuis les premiers yaourts sortis dans l'usine historique, je crois que c'est l'usine de Charles Gervais. Oui, c'est l'usine du Mollet-Literie qui était une des deux usines historiques de Charles Gervais, le Gervais de Danone, en réalité, de 1850. Et on verra avec vous tout à l'heure que votre démarche, elle va bien au-delà de la production de yaourts. Vous nous expliquerez tout cela en détail. Romain Régis, bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'Aurore Market. Alors, Aurore Market, j'allais dire un site de vente en ligne. Qu'est-ce qu'il a de différent, votre site de vente en ligne? Alors, Aurore Market, c'est un site de vente en ligne de produits bio, éthiques et solidaires. Donc, alors comment ça, parce que moi, je sais pas, vente en ligne solidaire, ça me parle pas beaucoup. Alors, écoutez, c'est simple. En gros, on est parti d'un constat. Il y a 90% de la population aujourd'hui qui peut pas accéder à l'alimentation bio quotidiennement. Donc, de ce constat-là, on a essayé de créer un modèle de distribution différent, dans lequel donc on peut proposer des prix plus accessibles pour les familles, notamment, puisque c'est un site qui est essentiellement dédié aux familles et aux personnes précaires, et de leur proposer une offre donc livrée donc en point relais ou à domicile facilement. Donc, aujourd'hui, on a plus de 3000 références de produits bio que donc on peut acheter jusqu'à 50% moins cher donc par rapport à d'autres réseaux de distribution. Et ce système, il fonctionne par la réduction des frais marketing. Donc les marques et les distributeurs qui vous font des campagnes publicitaires assez importantes pour vous pousser à réacheter, nous on s'exonère de ces frais-là. Ça fait tout de suite à minima 20% de réduction, et c'est là du coup qu'on arrive à proposer en fait des prix accessibles pour tous. Et puis il y a aussi une sélection courte, donc 3000 références de produits qui couvrent l'ensemble de vos besoins quotidiens en épicerie, et qui nous permet d'avoir plus de roulement sur ces références que dans d'autres réseaux de distribution, vous allez avoir jusqu'à 15 000, 30 000 références donc en magasin. Donc nous, on a une sélection courte, des frais marketing réduits, et du coup une proposition qui permet aux familles de se nourrir plus régulièrement avec des produits de qualité et bio. Et rapidement, c'était quoi l'idée? Parce que vous êtes sorti il y a 4 ans de votre école de commerce et vous vous êtes lancé dans cette aventure. Quoi, vous étiez déjà consommateur de produits bio, vous aviez touché les limites du système économique pour les clients des produits bio? Étant étudiant, c'était évidemment très compliqué donc de s'approvisionner, de consommer des produits bio, on va pas se mentir. Et c'était pareil pour mes 3 amis avec qui on a cofondé Aurore Market. C'était une des problématiques. Donc nous, on avait à l'esprit d'entreprendre, de faire un projet qui a un sens pour nous, qui a un impact, dans lequel on se sente motivé donc et qu'on ait une volonté en fait de travailler donc pour quelque chose qui fait sens. Et donc on a cherché et on a trouvé cette idée, ce système, et on s'est dit écoutez, voilà, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on en est là, voilà. Eh bien, on reverra tout ça avec vous en détail, mais pour le moment, je vous propose d'écouter le commissaire européen à l'agriculture, avec qui on va parler des grands enjeux pour l'agriculture biologique de demain. Organic farming is set to be one of the cornerstones of the future European sustainable food system. The impressive growth of organic production over the past 10 years reflects the importance of the sector. Our new action plan will pave the way towards our target, having 25% of total utilized agricultural land managed as organic in the next decade. It will also develop the tools needed to stimulate the organic sector to go beyond mere production rules, requirements, and fully embrace the principles enshrined in the EU regulation on organic production. We recently held a public consultation on the action plan to gather knowledge and ideas from the sector and citizens on how to shape actions that will help contribute to the attainment of the 25% target. Supply and demand, production, surfaces and consumption must all grow together to keep the sector in a stable equilibrium. Otherwise, we risk of the depletion of organic production to the detriment of organic producers and consumers. The action plan has to be structured to respond to need for equilibrium. On the demand side, we will have actions to stimulate the uptake of organics at European level through, for instance, the enhancement of the promotion policy, the transition to organic canteens, and by making a wider use of the green public procurement. On the supply side, we will stimulate the increase of the organic offer
encouraging member states to carefully assess the needs regarding the growth of the organic sector and ensure that member states made the best use of the possibilities offered by the new common agriculture policy to support their national organic sectors. Let me conclude by reminding you that EU has a key role and a global responsibility in promoting the move towards a sustainable food system. Organics must lead this transition, while at the same time we preserve the revenues of our farmers, who are the pillars of our vibrant European rural areas. Voilà donc le commissaire européen à l'agriculture. On voit des objectifs très clairs pour les prochaines années pour l'agriculture biologique. Stéphane Broder, on va revenir sur votre expérience d'agroforesterie en Champagne-Crayeuse dans les Ardennes. À titre personnel, ça a été quoi l'élément déclenchant chez vous? Vous parlez tout à l'heure effectivement de cette région qui a été défigurée par la Première Guerre mondiale. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je vais mettre des arbres dans mes champs? Parce que c'est des champs où vous cultiviez quoi habituellement? Donc on est en grande culture, essentiellement des céréales. Bon, ça c'est quand même pas mal diversifié. Ce qui m'a amené à l'agroforesterie, c'est en même temps mon arrivée dans le monde du bio, donc dans la production bio. Et avant, dans le conventionnel, on faisait appel à des intrants extérieurs pour lutter contre des ravageurs, contre des maladies. On était toujours finalement dans le combat. Et finalement, en arrivant dans le bio, je me suis dit, tiens, comment on va pouvoir réguler la nature d'une manière écologique. Donc finalement, le fait d'amener des bandes d'agroforesterie ou des bandes phoniques ou de remettre l'arbre là où il aurait dû toujours être d'ailleurs, on rééquilibre le milieu et on a donc une résilience qui se met en place. Par exemple, on a des auxiliaires comme la coccinelle qui vont aller manger le prédateur, le puceron, exemple très connu. Et alors justement, cette démarche, vous l'avez menée comment? Parce que ça a l'air tout simple de dire on plante des arbres au milieu des champs de luzerne, mais je suppose qu'il y a quand même une réflexion autour de ça. On met pas n'importe quel arbre, on a des objectifs aussi. Les coccinelles, elles viennent pas comme ça parce que vous êtes sympa et que c'est joli la Champagne, quoi. Alors la nature reprend vite ses droits et c'est vrai que dès la première année, on voit tout de suite des animaux qui reviennent. Hein. Les coccinelles reviennent très vite, d'autres auxiliaires. Alors ce qui m'a amené ce qui m'a aidé à mettre en place l'agroforesterie, c'est une première réunion avec la Chambre d'agriculture. Ça m'a intéressé. Il y en a suivi d'autres. Donc je me suis un peu déplacé pour me former. On a été suivi aussi par un technicien agroforestier de la Marne, Marc Tétard, qui m'a très bien aidé. Et puis, une fois que vous avez mis votre premier projet, les autres suivent. Ce sont des projets dans la Champagne qui étaient liés à l'objectif de production de bois d'œuvre. C'est quoi le bois d'œuvre? Le bois d'œuvre, c'est pour faire du meuble. Donc déjà du bois qui a une certaine valeur. Oui, du bois qui a une certaine valeur. Ça, je dis, c'est la cerise sur le gâteau. Il faudra 40-60 ans, mais entre-temps, il y aura beaucoup de choses apportées par la présence de l'arbre. Je pourrais vous les citer si ça vous intéresse. Justement, ça sert à quoi de mettre des arbres au milieu des champs? Alors, on joue donc, on crée des microclimats. On fait de l'auto-fertilité, c'est-à-dire que l'arbre est un producteur de matière organique qui peut donc nourrir le champ. Si on passe toute la ferme France en bio, on aura un problème de matière organique et donc il faut y penser d'avance. On ne pourra pas augmenter le nombre d'élevages, on voit bien le problème de l'élevage. La lutte donc intégrée, je vous l'ai dit, ça purifie l'eau. Et ça purifie l'air aussi. L'arbre est un hectare d'agroforesterie capte 2,5 de dioxyde de carbone par hectare et par an en moyenne. Donc c'est vraiment très important à l'heure actuelle d'essayer de piéger ce carbone dans l'air et de le remettre au sol, parce que c'est cette énergie, on en a besoin autant pour les animaux qui vivent dans le sol que pour les humains se déplacer, se chauffer, construire, etc. Et en replantant les arbres, est-ce qu'on pourrait dire que vos champs, ils ressemblent un petit peu à ce qu'étaient les champs de la Champagne-Crayeuse au début du XXe siècle? Je suis très content que vous posiez cette question parce que finalement, on va créer un paysage qui n'a jamais existé. La Champagne n'a jamais eu de haies. La Champagne a été, avant d'être boisée par Napoléon, un désert. Avant d'être un désert, si on remonte à quelques milliers d'années, il y avait des hêtraies, il y avait des beaux bois. Et donc maintenant, finalement, on est en train de créer un nouveau paysage avec ces alignements d'arbres, ces haies, qui n'a jamais existé. Et donc là, on est sur la création d'un paysage et c'est très agréable de travailler dans ce décor.
Alors justement, puisque vous parlez de travailler dans ce décor, est-ce que c'est plus compliqué pour vous de travailler dans vos champs que dans le champ de votre voisin d'à côté où il n'y a pas d'arbres? Parce que vous devez slalomer entre les arbres, comment ça se passe? Alors, c'est la question du citadin qui n'y connaît rien. Oui, non mais bon, on a des champs qui sont assez grands maintenant. Ça a été remembré 3-4 fois hein, depuis un siècle. Donc on va remettre des lignes d'arbres tous les 30 mètres et on va circuler avec les engins entre les lignes et on calcule en général la taille de ces engins par rapport à la distance qu'on laisse entre les arbres. Et voilà, comme le champ est assez long, finalement on n'est pas en train de, on n'est pas sur du jardinage ou à faire des virages. Pardonnez-moi cette question bassement matérielle, c'est rentable? Parce que tout à l'heure vous disiez, ouais, mais ce sera pendant 40 ans, donc je comprends bien, vous préparez votre retraite, un petit pécule pour votre retraite? Oui, ou la retraite de mes enfants peut-être. Moi, il est certain que dès le départ, c'est intéressant puisque la lutte intégrée va me permettre d'améliorer mes rendements à côté. Alors bien entendu, ça n'a pas vocation d'être des essais scientifiques menés en micro-parcelles avec des répétitions, etc. Je n'ai personnellement pas le temps de faire, mais on a des suivis par l'INRA, on a des suivis par des organismes nature qui vont amener ces chiffres-là de plus en plus précis. Bon, il y a eu aussi quand même des calculs faits par l'INRA il y a déjà une dizaine d'années sur la rentabilité de l'agroforesterie à long terme. Mais je pense qu'il faut surtout sauvegarder des espaces où on pourra cultiver encore en 2050, en 2100. C'est en tout cas, et si je me trompe, tant mieux. Eh bien, écoutez, on va poursuivre. Alors, on était dans les champs en Champagne, on retourne en Normandie avec vous, Christophe. Je disais que tout à l'heure en présentation que votre démarche, elle allait bien au-delà des petits pots de yaourt, les deux vaches. Aujourd'hui, votre idée, c'est qu'il y ait de plus en plus d'éleveurs, d'avoir du lait bio. Alors, comment on s'y prend? Parce que pour le moment, il y a combien d'éleveurs qui fournissent de lait pour faire ces yaourts? Aujourd'hui, on collabore avec 50 éleveurs. Sur la Manche et le Calvados, hein, c'est ça? Oui, globalement, l'ancienne Basse-Normandie et majoritairement ces deux départements. Et c'est pas suffisant, donc, a priori? Alors, bien sûr, le développement de la bio et de notre activité, effectivement, nous encourage à aller, bien sûr, chercher des nouveaux éleveurs, des nouveaux agriculteurs. Mais, en fait, on a fait un constat, et on n'est pas les seuls à faire ce constat-là, que le métier d'éleveur laitier et également en agriculture biologique, qui peut paraître plus attrayant, plus séduisant, est un métier qui est de moins en moins effectivement attractif. Et on risque à un moment, mais très vite, hein, puisqu'on a un départ très massif de départ à la retraite, la pyramide des âges de nos éleveurs en Normandie, mais partout en France, est plutôt âgée. Et ça, c'est valable aussi en bio? C'est valable en bio également. Nous, chez nous, on a globalement pratiquement la moitié de nos éleveurs qui partiront à la retraite entre 5 et 10 ans dans les 10 années qui viennent. Donc c'est considérable et il faut préparer ce qu'on appelle nous la relève. Et si on ne s'en occupe pas, on risque effectivement de perdre des terres qui sont aujourd'hui des terres de prairies, qui sont des terres de prairies même parfois permanentes avec énormément de biodiversité, de captation du carbone comme on le disait tout à l'heure. Et elles risquent de laisser la place à d'autres types de systèmes agricoles, voire même à plus du tout d'agriculture. Donc on a appris ce sujet-là et on a décidé, via un projet qui est un collectif qui s'appelle Faire Bien, qui ensuite est devenu une marque, mais chez nous les choses viennent comme ça, c'est-à-dire on commence par la solution, le combat, et puis on transforme ça en activité économique. Ce qui est l'inverse d'une démarche marketing normale, quoi. Oui, en fait on renverse les choses, c'est-à-dire que voilà, nous on a envie de changer le monde et on le fait avec un yaourt. Voilà. Et alors donc vous changez le monde comment? Comment vous trouvez les bras dont l'agriculture, y compris l'agriculture biologique, va manquer? Bien, le constat, c'est rendre ce métier d'éleveur laitier bio plus attractif. Donc d'abord, la première chose à faire, et d'ailleurs on a abouti à ça en début de démarche, c'est de travailler sur la contractualisation et sur la juste rémunération de l'éleveur, bien sûr. Il faut commencer par là, c'est le basique. Donc là-dessus, on a décidé, on en parlera peut-être après, d'accompagner la certification bio d'une contractualisation en équitable afin de travailler sur une juste rémunération et sur une projection de l'éleveur dans de la transformation sans risque. On en parlera. Alors justement, vous parlez d'équitable. Il y a quelques années, dans les organisations agricoles françaises, quand on parlait de commerce équitable, ou quand on envisageait l'idée d'un commerce équitable nord-nord ou franco-français ou européen, on nous riait au nez. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un passage incontournable.
Alors, on peut le considérer comme incontournable. Nous le considérons comme incontournable parce que, en fait, on a réalisé, parce que depuis des années, on accompagnait nos éleveurs dans des transformations, dans l'évolution positive des pratiques agricoles, que ces transformations-là sont à haut risque. Et elles sont à haut risque, y compris dans la partie nord de l'hémisphère de la planète, parce que le dérèglement climatique est bien présent. Moi, je raconte souvent cette histoire-là. Il y a plus de 10 ans, quand je commençais à travailler avec nos agriculteurs, les vaches sont sorties 280 jours par an chez nous. Eh bien, quand ils les rentraient il y a 10 ans, c'était l'hiver. C'est-à-dire à partir du fin novembre jusqu'à fin janvier, quoi. C'était le moment où ils rentraient les vaches. Maintenant, les vaches sont dehors l'hiver et rentrent les 2 mois d'été parce qu'il fait trop chaud et qu'on est sur des épisodes de canicule, même dans la Manche ou dans le Calvados. Donc le dérèglement climatique joue sur le métier de l'agriculteur et notamment en agriculture biologique parce qu'on travaille beaucoup plus avec la nature. Donc il faut pouvoir accompagner les éleveurs face à ça parce que ce sont à la fois les premières victimes du dérèglement climatique, mais aussi probablement, et c'est ça qui fait la beauté de ce métier, les premiers acteurs de l'amélioration de ce climat qui va pas bien. Alors, accompagner des agriculteurs et puis en former d'autres. Alors comment on assure la relève ? Alors très vite, au-delà de la rémunération et de la contractualisation équitable, on a pris 2 types de décisions. Rendre le métier d'éleveur plus attractif, il y a tout un tas de choses à faire, bien sûr. Il y a des choses qui sont très profondes sur lesquelles on travaillera peut-être un jour. Mais on a déjà décidé systématiquement de proposer 8 jours de service de remplacement à nos éleveurs, qui est payé finalement par la commercialisation de cette marque-là, dans les réseaux biospécialisés, et qui donne la possibilité à nos éleveurs de pouvoir partir 1 semaine en vacances, coupés, et se faire remplacer par des professionnels qui vont prendre la ferme en main et qui vont pouvoir s'occuper de la ferme et potentiellement créer des échanges, des rencontres entre l'éleveur et le service de remplacement et demain permettre aussi une transmission. Donc ça, c'est le premier pan. Et puis la deuxième décision qu'on a prise, et là c'est tout récent, et c'est également payé par la commercialisation de notre yaourt, 5% du chiffre d'affaires pour cela, c'est de mettre en place un système de formation. Les informaticiens ont fait ça il y a très longtemps, les coiffeurs ont fait ça il y a aussi quelques temps. Eh bien, nous, on a décidé de se prendre en main. On n'est pas tout seul, on travaille avec les chambres d'agriculture, avec le lycée agricole de Coutances, et on a mis en place une première promotion, une pépinière de nouveaux agriculteurs qu'on va accompagner et former pendant plus de 2 ans pour permettre à un moment du salariat dans une ferme et pourquoi pas une association et le rachat d'une ferme bio en Normandie. Ces nouveaux agriculteurs, ils viennent d'où ? Est-ce que ce sont des fils d'agriculteurs ou est-ce que ce sont, j'aime pas beaucoup l'expression, des hors cadres familiaux, qui est vraiment une expression terrible. Ouais. Alors le parti pris, effectivement, du programme Faire Bien, c'est d'essayer d'aller chercher des nouveaux agriculteurs qui ne sont pas issus, comme vous le dites, du cadre familial et qui sont pas forcément issus non plus des métiers de l'agriculture. On a compris qu'il y avait un besoin de plus en plus fort de ce qu'on appelle parfois ces néo-ruraux, de revenir à la terre et de s'installer, mais alors avec des barrières sur l'élevage laitier qui sont immenses, qui sont très grandes, parce que spontanément, un néo-rural va aller plus facilement vers d'autres types d'agriculture qui lui paraissent plus accessibles que sur le ruminant et sur le gros ruminant qui est la vache. Donc il y a un gros travail d'acclimatation, de sensibilisation, de pédagogie pour lancer ces jeunes dans ces métiers-là. Donc c'est très divers. Et on l'a vu avec la crise du Covid, et notamment avec le confinement et le télétravail, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur leur avenir. Est-ce que mon avenir est toujours d'être conseiller commercial, d'être ingénieur, etc. Est-ce qu'il y a justement des gens qui commencent à venir vous voir en disant, bah voilà, j'ai eu la révélation au moment du confinement, quand j'étais tout seul chez moi à télétravailler. J'ai plus envie de ça, j'ai envie de revenir vers la nature, vers l'agriculture. Alors oui, c'est vrai, on a beaucoup de profils très divers, des urbains, des gens qui ont des métiers qui sont souvent très éloignés de l'agriculture, d'autres qui sont plus proches. On a des ingénieurs agronomes qui ont envie aussi de s'installer. Au début, quand on a ouvert les candidatures pour cette première promotion, on avait beaucoup de personnes qui venaient, qui étaient intéressées, mais qui pensaient qu'on allait travailler spontanément sur des petits ruminants. Donc la chèvre et la brebis attirent beaucoup plus spontanément des néo-agriculteurs que la vache. Et donc, à la fin, il a quand même été compliqué d'avoir une promotion de 10 personnes qui ont vraiment envie de s'installer en exploitation laitière vache. Donc ce n'est pas si facile que ça. Non, il faut bien le dire, hein, c'est pas la solution miracle, en tout cas, d'un changement de vie. Va falloir continuer à travailler sur d'autres choses pour rendre le métier d'éleveur plus attractif, c'est certain. Alors, Romain, on va reparler d'Aurore Market, de vos produits. Alors,
il y a une question qui revient régulièrement, et une réflexion qui revient régulièrement quand on parle des produits bio, c'est ouais, les produits bio c'est bien, mais c'est hors de prix, on n'a pas les moyens. Alors comment on rend les produits bio accessibles ? Alors moi, j'ai prêché ma paroisse, hein, donc avec du coup ce qu'on propose donc avec notre système donc Aurore Market. Donc nous, comme je le disais en introduction, il y a un système donc de réduction des frais marketing qui permet de créer de la réduction. Et puis il faut déjà comprendre que chez vous, il y a un abonnement. Exactement. On s'abonne. Et un des principaux facteurs, c'est donc de devenir membre, donc 5 € par mois, 60 € par an, et donc contre cette adhésion, vous pouvez donc accéder à la plateforme et faire votre course donc quotidiennement comme bon vous semble sur le site, et vous les faire livrer donc chez vous en point relais, et les frais de port sont offerts dès 49 € d'achat. Donc ce système il fonctionne, et pour qu'il puisse être accessible à tous, parce que c'est l'objectif du projet, de l'initiative, on offre du coup des adhésions à des familles donc à faible revenu, en situation de précarité, pour qu'elles puissent accéder gratuitement donc au service et se faire livrer. Alors c'est un formulaire donc que vous retrouvez sur le site internet, donc auroremarket.fr, qui est un programme qui s'appelle Aurore Universelle. Vous faites une demande donc pour obtenir donc une adhésion offerte, et puis sous 24 heures on vous envoie votre code qui vous permet d'accéder à la plateforme, et donc de ne pas avoir à payer les 60 € pour devenir membre. Alors, et là, on a accès donc à ces produits moins chers. Vous dites que ça marche pour les familles. Est-ce que ça marche aussi pour les étudiants ? Oui, et notamment depuis maintenant le début de cette pandémie, on voit beaucoup plus d'étudiants venir vers nous et nous demander donc obtenir une adhésion offerte. On travaille aussi avec des bureaux des étudiants qui sont venus aussi nous solliciter, notamment à Toulouse par exemple ou à Paris, et qui donc souhaitent redistribuer aujourd'hui des adhésions Aurore Market offertes à des étudiants qui évidemment consomment pas quotidiennement que des produits bio, parce que ça reste toujours plus cher que des produits dits conventionnels, mais qui vont pouvoir accéder plus facilement sur des produits de première nécessité comme la farine, les pâtes, l'huile, le riz, qui vont pouvoir accéder donc à ces produits-là et les consommer en bio. Alors j'imagine la réaction qui peut être celle de ceux qui nous regardent. Oui, ils sont bien gentils à nous vendre des produits bio 30% moins chers, mais ça doit être forcément des produits, par exemple, je sais pas moi, de la farine issue de blé produit à côté de la centrale de Tchernobyl, ou des céréales ou des légumes faits près d'un complexe pétrochimique en Ukraine, ou en Hongrie par exemple. Alors non, c'est des produits qui... Ils viennent d'où vos produits bio ? Ils viennent à 75% de France, donc c'est des produits donc essentiellement français, qui sont pas produits à Tchernobyl, nous en garde, et qui donc du coup sont des produits que vous retrouvez de façon classique dans le réseau bio spécialisé. Donc c'est des produits qui sont pas connus forcément du grand public, puisque les gens font encore principalement leurs courses en GMS, mais du coup c'est des produits que nous on propose donc sur le site, qui sont essentiellement français, sinon du commerce équitable avec des filières comme Solidaire Monde, Artisans du Monde ou le groupe Éticable aussi, et donc ce sont des produits, c'est aussi pour ça que les gens viennent chez nous aujourd'hui, c'est pour justement décortiquer et comprendre cette offre. On a beaucoup de gens qui viennent justement des réseaux issus de la GMS et qui du coup viennent nous poser des questions via les réseaux sociaux, via les chats sur le site, et nous demandent à comprendre cette consommation. Ils veulent pour leur famille du coup changer leur façon de consommer. Ils veulent des produits plus respectueux de l'environnement, des produits plus sains pour eux et leur santé. Et donc on essaie de faire cette pédagogie en proposant des produits de qualité. On va pas au mieux disant, on propose pas le produit justement le haricot produit en Chine moins cher possible, mais quand même bio. On essaye de trouver de la qualité avant tout, et de proposer un peu plus d'accessibilité, que ça soit du coup géographique même, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec, on est sur l'ensemble de la France, on n'est pas localisé qu'à Paris, ou voilà. Donc c'est vraiment l'essence du projet, quoi. Bon, vous dites 75% des produits qui viennent de France, ça a quand même 25% de produits importés. Évidemment, de toute façon, je crois que dans la bio en général, il y a à peu près 33%, et ça c'est les chiffres de l'agence bio d'ailleurs, 33% des produits qui sont importés d'Europe, donc pas de si loin que ça, ou d'ailleurs, et on a une grande partie de ces produits donc restants, de ces pourcentages restants qui sont des produits issus du commerce équitable. Donc on va retrouver évidemment les cafés, les thés, les chocolats, tout cet ensemble de produits qui fait une part importante de ces produits qui sont pas français, mais qui sont issus du commerce équitable et bio.
Oui, produits qu'on ne produit pas encore en France, même avec le réchauffement climatique dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane Et Brander. les oasis peut-être permettront de produire ces produits-là dans 50-100 ans si Il y aura malheureusement peut-être on un n'avance jour pas. des cacaoyers quelque part en Champagne-Crayeuse. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de la démarche au-delà de la commercialisation des produits. Vous disiez, on expédie ça peut être reçu 48 heures après, 24 heures après chez les consommateurs. Vous travaillez aussi beaucoup sur les emballages. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu comment vous y prenez pour être aussi responsable en matière d'emballage. Ça commence avec le colis. Hein. C'est par exemple, donc aujourd'hui, la plupart des sites e-commerce, quand il s'agit d'envoyer des produits sensibles comme du verre, par exemple, vont utiliser du bulle gonflé ou du polystyrène pour caler les colis. Nous, en fait, on récupère la matière de nos fournisseurs, donc on reçoit en commandant les produits, on la transforme un petit peu, on la matelasse pour le mot technique, et ensuite on utilise cette matière pour caler les colis. In fine, ça finit au recyclage, mais ça donne une utilisation supplémentaire et ça évite la production de plastique pour caler les colis. On est sur des colis qui ont plus de 20 articles, notamment en verre à l'intérieur, et on a quasiment pas de casse, voire peut-être même mieux qu'avec du calage plastique. Donc voilà, c'est un des exemples qui illustre notre engagement évidemment aussi sur l'impact carbone nos engagements qui sont bio, écologiques. Enfin, c'est toute une philosophie. Une cohérence, tout ça. Une cohérence, c'est un ensemble évidemment. Et c'est ce qui fait aussi que que de plus en plus de monde adhère à ce genre d'initiative, puisqu'on n'est pas les seuls évidemment à faire ce genre de projet. Il y a énormément d'initiatives qui se développent aujourd'hui en France autour du vrac, autour de plein de projets comme ça, et donc c'est voilà pourquoi les gens aujourd'hui désirent consommer et veulent avoir maintenant. Alors, on va revenir aux questions de nos amis téléspectateurs. Tout d'abord, Didier vous félicite, Christophe, pour cette belle initiative, pour inciter, je cite le message, pour inciter de jeunes agriculteurs à revenir vers l'agriculture bio, bien évidemment. Une question de Jacques qui vous concerne directement dans la Champagne-Crayeuse, si je puis dire. L'agroforesterie a une action sur la vie du sol, sur la formation des mycorhizes qui améliore la nourriture et la défense des plantes. C'est vrai que, quelque part, expliquez-moi un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, sur les racines des arbres, il y a un prolongement qui se produit grâce aux mycorhizes. C'est un champignon donc qui pénètre dans la racine de l'arbre et qui va en même temps s'épanouir dans une surface maximum en profondeur et permet de capter des éléments qui seraient pas accessibles aux plantes en général. Et ces mycorhizes sont capables de débloquer par exemple l'acide phosphorique, qui est un élément majeur pour la croissance des plantes et qui est bloqué à cause de la craie, du calcium très en quantité dans la Champagne. Ces mycorhizes vont être capables aussi d'apporter de l'azote. Et ces éléments qui remontent dans l'arbre et qui retombent par les feuilles vont permettre d'amener la fumure, une partie de la fumure nécessaire à faire pousser des plantes. Une question aussi qui revient beaucoup, Stéphane. Il nous a pas dit ce qu'il plantait comme essence d'arbre. Alors vous avez mis quoi dans vos champs? Alors j'ai mis ce qui poussait chez moi, plus quelque chose un peu plus particulière. Alors, bon, essentiellement, qu'est-ce qui pousse chez moi naturellement? Le merisier, le noyer, l'érable. Il y en a deux types, sycomore et plane. J'ai mis pour la biodiversité un peu de tilleul, de charme, et j'ai un arbre que j'aime beaucoup et qui a le trophée de la croissance la plus rapide, l'aulne de Corse. Donc un peu. On peut faire de la marqueterie avec vos arbres voilà. Là. Et puis il y a un petit peu de. J'ai écouté votre question et j'ai perdu. C'est pas grave, le dernier. On peut mettre en fait. Vous décidez comment de planter telle ou telle essence dans vos champs? On observe déjà la nature autour de nous, qu'est-ce qui pousse. Et ensuite, il faut des essences qui soient adaptées à des milieux ouverts. Donc, on va éviter les essences qui poussent dans des milieux fermés comme le hêtre, le chêne, un peu. Voilà, ce sont plutôt des arbres un peu qu'on appelle colonisateurs, c'est-à-dire avant les forêts primaires, il y a les premiers arbres qui poussent. Ça pourrait être du bouleau, par exemple. Bon, j'en ai pas mis, mais ça pas question de mettre des chênes truffiers pour éventuellement avoir là aussi un petit revenu avec si, vous pouvez, ça fait partie des possibilités, le chêne truffier. Personnellement, moi, j'ai sur d'autres projets, j'ai mis un fruitier sur 4
haute tige avec un type rustique parce que je me suis dit croquer une pomme de temps en temps. Non, pour l'avenir toujours. Alors, il y a une question de Claudie pour vous, Christophe. Est-ce que la question du bilan carbone est abordée dans la production et la commercialisation et comment vous traitez ce sujet? Ah oui, la question de l'empreinte carbone est abordée parce que quand on est sur une activité laitière, c'est conséquent. C'est-à-dire, les chiffres qu'on connaît tous à peu près, notamment par exemple en agriculture conventionnelle, c'est que pour 1 litre de lait, c'est à peu près 1 kilo de carbone émis. Donc le bilan est important. Et donc oui, il faut travailler sur la réduction de cette empreinte. Et nous, on y travaille. On a un programme, et d'ailleurs, les programmes d'agroforesterie me faisaient penser à cela, qui s'appelle Les 2 pieds sur terre et qui vise justement à cofinancer des programmes dans les fermes d'amélioration de l'empreinte carbone sur le choix de l'agriculteur. C'est-à-dire que son bilan est fait, il sait quelle est son émission carbone par litre de lait. Alors généralement en agriculture biologique et avec mes éleveurs, on est plus proche de 0,5, 0,6 que de 1 et l'objectif est de baisser de 25% via un investissement dans sa ferme. Et justement, je pense notamment à un de mes éleveurs, Gilles, là récemment que je suis allé voir, là avant le confinement, qui s'est lancé dans un programme d'agroforesterie et qui a décidé, grâce au financement du projet, de planter tout un tas d'espèces d'arbres qui vont permettre à la fois de faire du bois d'œuvre, mais aussi, bien sûr, de capter l'eau, de faire de l'ombre pour les vaches et d'augmenter la biodiversité dans ces prairies. Donc chaque éleveur a un programme et va passer dans les 4 années qui viennent et va réduire son empreinte carbone de 25%. Alors, il y a une réflexion qui revient régulièrement, pas uniquement d'ailleurs en ce qui vous concerne, mais qui concerne plus globalement l'ensemble du monde des industries agroalimentaires. Il y a encore beaucoup de gens qui doutent. On a, ils sont bien gentils, ils appellent ça les prairies bio, les 2 vaches, mais c'est quand même Danone, c'est quand même pour d'autres produits Nestlé. Comment vous pourriez convaincre ceux qui doutent encore de vos intentions, de vos bonnes intentions? En fait, je crois que le plus simple à faire quand on est comme ça dans cette activité-là et quand on est rattaché à une grande entité, c'est d'essayer de faire les choses comme on le fait nous depuis 14 ans avec conviction, de communiquer avec nos citoyens consommateurs avec le plus de transparence et d'honnêteté possible, faire preuve de modestie et dire parfois qu'on n'est pas les meilleurs et que on n'est surtout pas dans la manipulation et dans la séduction, ce qui est quelque chose d'important chez nous. C'est pas du greenwashing version Danone, quoi. Mais je sais pas si Danone fait du greenwashing non plus, je ne pense pas. Mais nous, on le fait à notre façon. Et ce que je dis souvent quand même, pour pouvoir justement pondérer un peu ce que certains consommateurs pensent de grands groupes comme cela, c'est qu'on est la preuve, nous les prairies bio, que des initiatives comme celle-ci sont possibles dans des grands groupes et que ces grands groupes laissent des initiatives comme celle-ci se développer depuis maintenant quasiment 15 ans, quoi. Vous êtes parti du rayon totalement anecdotique où il fallait bien chercher pour les trouver, vos yaourts, à maintenant un incontournable des rayons. On est parti de rien, en réalité, avec pas de produits, pas d'éleveurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tissé une relation durable et solide avec nos éleveurs, parce qu'on a été les chercher un par un, quoi. Hein. Et petit à petit, on s'est développé. Et oui, aujourd'hui, on est, bon, voilà, ça c'est la conséquence, mais c'était pas l'objectif. On est leader, oui, de l'ultra frais bio en France, grâce à Les 2 vaches. Roman, combien aujourd'hui avez-vous d'adhérents à votre système d'Aurore Market? Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 personnes qui ont commandé sur Aurore Market et qui font donc voilà, qui sont membres du coup sur Aurore Market et qui du coup voilà quotidiennement font leurs achats sur notre site. Et vous voyez l'avenir comment? Parce que vous le disiez vous-même, hein, il y a énormément à la fois de sites de vente en ligne, mais aussi de boutiques, de supermarchés qui se développent autour de la bio. Les enseignes, il peut y avoir des quartiers de Paris où vous avez 5-6 enseignes bio dans le même quartier. Ça va être quoi l'avenir? L'avenir, on peut le voir peut-être un peu comme une lame de fond, qui a été peut-être d'ailleurs exacerbée avec cette crise, cette pandémie. Une lame de fond dans laquelle justement les consommateurs eux-mêmes, et on le voit avec des mouvements comme C'est qui le patron, on le voit avec le dizaines de nombres de marques par jour en bio notamment qui se créent et qui se développent. Une lame de fond du coup des consommateurs qui veulent autre chose, qui veulent une autre façon de consommer, qui veulent un peu un jour nouveau quelque part, et du coup qui se regroupent
groupe et qui rejoignent des initiatives comme la nôtre et qui aident à développer une nouvelle façon de consommer, une autre façon de consommer qui était peut-être là par le passé, qui a été oubliée peut-être au sortir de la guerre, on en parlait, et qui aujourd'hui revient en force parce qu'il y a besoin de retrouver une identité, des valeurs, une compréhension des produits, une traçabilité et puis d'être quelque part rassuré de ce qu'on consomme et de le comprendre là où les 20 dernières années, 30 dernières années, il y avait peut-être un petit peu moins de compréhension et on était peut-être orienté plus vers d'autres valeurs que celle-ci. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une lame de fond qui est en train de monter et qui est en train de renverser un petit peu les cartes, quoi. Et remettre un peu, comme on le disait tout à l'heure, l'église au centre du village. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette deuxième table ronde de cette première matinale bio. Dans un instant, ça va être l'heure du débrief avec Philippe Henry, le président de l'agence bio. Mais avant cela, on va terminer notre petit tour de France de la France bio à Lyon. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'agence bio. Le VRAC, c'est permettre à des personnes, à des habitants des quartiers populaires d'accéder à des bons produits et notamment à des produits issus de l'agriculture biologique. Et pour avoir les prix les plus intéressants, il n'y a pas vraiment de secret, c'est de travailler sans intermédiaire, donc en direct avec des producteurs ou des fournisseurs. Ensuite, il y a une énorme implication des adhérents. Donc les habitants, ils participent vraiment à la vie de l'association. Le jour de la distribution, on crée une épicerie éphémère et ce sont les adhérents qui jouent à la marchande avec nous. Quand on donne accès à des bons produits, on a envie de cuisiner, on a envie de partager, on a envie de retrouver le plaisir. C'est quelque chose qui est vraiment important, de lutter contre ces inégalités en matière de consommation. C'était de la terre à l'assiette avec l'agence bio. Retour pour la dernière fois sur le plateau de cette matinale bio avec Philippe Henry. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Voilà, ça fait une histoire de Philippe aujourd'hui. Exactement. Alors, vous avez suivi cette matinale comme ceux qui nous ont fait l'honneur de nous regarder depuis ce matin 10 heures. Quels grands enseignements vous en tirez? Tout d'abord, quand même, situation exceptionnelle, ce qu'on disait tout à l'heure avec la directrice de l'agence bio, avec Laure. On est passé des grands-messes de l'assise au côté un peu cosy d'une émission de télévision. Bah écoutez, oui, par la force des choses, mais je trouve que si on n'avait pas eu ce Covid, on n'aurait sans doute pas fait cette expérience-là, mais je trouve que c'est très bien. Et visiblement, ça marche, donc c'est parfait. En écoutant un petit peu les différents intervenants, on a vu que c'était très très riche ce matin. Je revenais un petit peu avant la crise et me revenait en tête une phrase des Gilets jaunes. Vous vous rappelez qu'au moment des Gilets jaunes, il y avait une phrase qui était revenue un petit peu partout en disant on nous parle de la fin du monde et nous on vous parle de la fin du mois. Comme s'il y avait une espèce de dichotomie, comme si le court terme ne pouvait pas se conjuguer avec le long terme. Et je crois que ce matin, on a vu très clairement que on pouvait faire les deux. Et la bio est une réponse aux deux. C'est-à-dire que à court terme, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. On a vu la dynamique qu'il y avait en bio. Aujourd'hui, en France, c'est 200 000 emplois en bio. C'est 50 000 paysans, plus de 10% des paysans qui sont en bio. C'est une vraie dynamique. Il y a un lien de confiance qui est créé entre les producteurs et les consommateurs en bio. Moi, j'entends pas agribashing en bio. Je l'entends jamais. Il y a plutôt un capital de sympathie et c'est plutôt très très bien. Ça, c'est pour le court terme. Et puis pour le long terme, le bio répond aussi à des questions environnementales, à des questions de changement climatique, à des questions de biodiversité. Je crois que c'est une réponse adaptée à la fois à court terme et à long terme. On n'en a pas tellement que ça. Donc quelque part, il y a vraiment un coup de boost à mettre à ce système-là. Et puis je reviens également sur une réflexion de Christian Huyck tout à l'heure, qui était de dire prévenir plutôt que guérir. Lui, il le faisait d'une façon très très globale en termes de santé. Préoccupons-nous à la fois de l'environnement, à la fois de notre santé. Il le disait en termes de bien commun, la santé comme un bien commun. En agriculture biologique, c'est le même principe qu'on applique tout, c'est-à-dire prévenir plutôt que guérir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on retienne de cette matinée. Alors, vous le disiez à l'instant, on parlait avant d'agribashing, il n'y a pas plus tard qu'un an, à la porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture, c'était la grande dominante. C'était comment combattre l'agribashing. Le Covid est passé par là, et finalement, l'agriculteur, les agriculteurs, ont retrouvé une légitimité. On ne parle plus d'agribashing aujourd'hui. On reparle de choses essentielles. C'est, je crois, une grande réussite quand même, malgré tout. Le côté positif, s'il faut en trouver un de cette pandémie. Mais absolument, tout le monde a compris que l'alimentation était absolument centrale, comme d'autres métiers tels que la santé, l'enseignement et bien d'autres, j'en oublie bien sûr, mais c'est absolument central. Ça d'ailleurs, ça doit nous
permettre de nous poser la question. Il y a peut-être des choses qu'on peut transformer dans notre société. Il y a peut-être des métiers vers lesquels qu'il faut peut-être faire évoluer aussi. Voilà. Et alors, il y a un autre point dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est l'accessibilité. C'est vrai, pendant très longtemps, les produits bio ont eu cette image de produits réservés à une élite, à des CSP+, comme on dit, en tout cas des gens qui avaient les moyens. C'est plus tout à fait le cas. Il y a plusieurs enjeux devant nous et celui-là est un enjeu central. Effectivement, il faut que la bio soit démocratique. Elle ne doit pas s'adresser à une élite, elle doit s'adresser à tout le monde. On a vu des exemples au travers de Boussole, au travers d'Aurore Market ce matin qui étaient très intéressants. Et il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a un levier individuel. Comment moi, consommateur, je peux finalement m'alimenter pour un coût tout à fait modeste. Je pense que la cuisine est un bon, et le Covid l'a révélé, la cuisine est un bon moyen. Quand vous vous remettez à cuisiner quelque part, vous réduisez votre facture alimentaire. Et puis il y a également les pouvoirs publics qui ont un vrai rôle au travers notamment de l'introduction du bio dans les cantines, des 20% dans les cantines. Là, les élus locaux ont un rôle. Et puis à un niveau plus global, on a vu le commissaire européen tout à l'heure, au niveau de la PAC, là, il y a absolument à mettre en place une rémunération pour les agriculteurs qui sont au service du bien commun. Quand on protège l'air, quand on protège l'eau, quand on protège le climat, on est au service du bien commun et ça mérite rémunération et la PAC doit l'intégrer dans ces discussions actuelles. Au début de la première table ronde, on se posait la question de savoir si la bio allait mieux résister à la crise sanitaire aujourd'hui. Est-ce que vous diriez oui, l'agriculture bio a mieux résisté que l'agriculture conventionnelle à cette crise? C'est difficile, hein. Moi je prends toujours un petit peu des pincettes, surtout à l'agence bio, où quelque part on construit des chiffres, donc on est toujours prudent sur les chiffres pour qu'ils soient les plus justes possibles, donc pas de précipitation là-dessus. Par contre, moi je remarque qu'en bio, c'est le côté coopération qu'on met en avant, beaucoup plus que le côté compétitivité, spéculation. Évidemment, c'est des mots importants dans notre économie, mais c'est plutôt le côté coopération. On l'a vu également dans les exemples présentés. C'est important de montrer qu'il faut coopérer au travers de contrats entre des différents acteurs. C'est un élément important. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir participé, vous aussi, à cette matinale bio. C'est l'heure de se quitter, alors l'heure de vous remercier, de remercier également toutes les équipes de l'agence bio et les équipes techniques qui ont fait en sorte que ce rêve d'émission de matinale bio devienne une réalité. Maintenant, on va se retrouver dans pas longtemps, le 12 février prochain. Absolument, sur une émission qui va prolonger celle-là finalement, les solutions dans les territoires au niveau de la bio. Donc on va avoir tout un panel d'invités, à la fois des hommes politiques, à la fois des acteurs de terrain, des gens qui gèrent des collectivités locales. Enfin bon, voilà, on va avoir vraiment tout un panel d'invités dans la prochaine matinale, le 12 février. Le 12 février, donc on se retrouvera ici, sur ce même plateau. Donc à très bientôt dans la matinale bio et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci Philippe.